Bonjour, c'est Thibaut Frely, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, bienvenue dans cette conférence. Aujourd'hui on va parler matériel, on va faire un tour d'horizon des boîtiers et des objectifs qui se vendent en 2024 et le but c'est de vous éclairer pour que vous puissiez choisir le matériel qui vous convient le mieux. Alors, on va tout de suite plonger dans la présentation que je vous ai préparée. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas très brièvement. Je m'appelle Thibaut Frely, je suis photographe, je vis en Alsace. J'ai une partie de mon activité qui est artistique, donc j'expose mes œuvres photographiques et je les vends. Si je devais résumer mon travail, le fil conducteur entre mes différentes séries, ce serait vraiment la lumière. Là, je vous ai mis une photo qui représente chaque série. Et la lumière, elle me fascine. C'est vraiment ça qui, pour moi, va transcender la photo. Ça va plus être juste le paysage, moi qui photographie le paysage, mais il y aura vraiment une connexion entre moi, la lumière et le paysage. Et c'est ce qui va donner, moi je recherche le mystère, j'adore quand il y a des ombres, quand il y a des détails dans les ombres, quand il y a des hautes lumières. Voilà, c'est vraiment ça qui me fascine. J'aime beaucoup le symbole, les arbres, les montagnes, les paysages, le jour, la nuit. Je travaille aussi bien en figuratif et de plus en plus je vais aussi vers l'abstrait. Voilà pour présenter un tout petit peu mon travail. Je suis aussi enseignant en photographie, donc j'apprends aux gens à faire des photos. Et là, je vous ai mis quelques photos des différents groupes. Alors, ils sont pas tous là, je mettrai ça à jour. Mais voilà, quelques groupes avec lesquels on est parti en voyage pour apprendre la photo. Et c'est justement avec ces stages que j'ai souvent les questions sur le matériel qui reviennent. J'ai besoin d'acheter un objectif, quel objectif choisir, est-ce que mon boîtier va faire l'affaire, etc., etc. Donc le but de la conférence, ça va vraiment être d'essayer de vous donner... Je suis toujours embêté quand on me pose cette question, j'ai pas de réponse rapide en fait, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc c'est le but de la conférence, c'est de vous présenter tout ça. Ok, alors, au sommaire, on va voir quelques grands principes sur les appareils photo. Je vais ensuite vous parler des boîtiers, donc les appareils photo. Je vais ensuite vous parler des différents objectifs, comment les choisir. Je vous donnerai quelques conseils personnels pour faire votre choix. Et on aura une session de questions-réponses. Alors, on n'est pas en direct. J'ai préenregistré cette conférence. Promis, la prochaine fois, j'essaierai d'être en direct pour qu'on ait vraiment cette interactivité. Pour l'instant, au niveau technique, j'y vais étape par étape. Donc, c'est déjà bien si j'arrive à faire une conférence en ligne. On essaiera de la faire en direct la prochaine fois. Donc c'est parti pour les grands principes. Alors, j'ai mis si on vise la qualité d'image. Pour moi, le plus important, c'est que votre matériel vous permette de faire les photos que vous voulez et qui vous ne limite pas techniquement. C'est vraiment ça. Donc les critères que je vais vous présenter, c'est pour moi les plus importants. Ça va pas être forcément le plus important pour tous, mais par exemple l'esthétique de votre boîtier, pour moi c'est pas vraiment un critère. Ça peut jouer un rôle, bien sûr, c'est bien d'avoir un bel appareil photo, mais je préfère avoir un appareil photo qui paye pas de mine, mais qui fait des bonnes photos plutôt que l'inverse. Ok? Donc c'est vraiment ça. Moi je suis quelqu'un de très pragmatique, très terre à terre. Même si je sais aussi rêver à travers mes images. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'on va viser, la qualité d'image. Ok, alors les grands principes, déjà la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis quelques années, il n'y a plus vraiment de mauvais appareils. Je préciserai ça encore après. Quand je parle de, entre guillemets, de vrais appareils photo, d'appareils photo où on peut changer les objectifs, il n'y a plus vraiment de mauvais appareils. Depuis bien 10 ans, les boîtiers professionnels sont vraiment d'excellente qualité. Moi, je travaille encore avec un Canon 5D3 qui doit avoir entre 10 et 15 ans au niveau technologique. Et il est toujours très bien. Il faisait d'excellentes photos il y a 15 ans. Les photos sont toujours excellentes aujourd'hui. Au début des années 2000, quand le numérique est arrivé, effectivement, il y avait des grandes disparités et la qualité d'image n'était pas toujours au rendez-vous. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment stabilisé, ça s'est égalisé. Donc, un boîtier pro de 10 ans, il va être très bon et tous les autres boîtiers depuis moins de 5 ans, ils vont être très bons aussi. Donc, rassurez-vous là-dessus, vous ne pouvez pas vraiment faire de mauvais choix. Vous aurez un appareil qui va vous fournir une très bonne qualité d'image. Une autre chose importante,
Alors c'est pas toujours les choses qui font plaisir. Dans la première partie, ça va pas forcément faire plaisir parce que je vais parler pas contre le matériel, mais je vais relativiser la place du matériel. C'est que les grands principes photographiques, ils n'ont pas changé depuis sa création. Je parle de lumière, de composition et des réglages de base. Tout ça, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on a des appareils hyper perfectionnés qui peuvent faire plein de choses. Mais je veux dire, la base de la photo, les grands maîtres comme Cartier-Bresson ou même les gens avant, ils avaient des appareils rudimentaires. Et voilà, et ce qui fait la qualité d'une photo, c'est pas que non plus l'appareil qui fait ça. Pour illustrer ça, je vais vous donner une petite anecdote. J'étais en stage en Bretagne avec Philippe. Il se reconnaîtra, Philippe, quand il entendra. Je te salue, Philippe, si tu me regardes. Philippe, il est arrivé avec un Canon 1000D. Alors, j'ai vu défiler plein d'appareils photo. Et celui-là, c'était la première fois que je le voyais. Donc, c'était en 2021, je crois, le stage. Et le Canon 1000D, c'est quand même un appareil d'entrée de gamme qui est quand même assez ancien. Enfin, il doit dater des années 2000, un peu avant les années 2010, je pense. Et je l'avais jamais vu. Et première difficulté, ça a été de trouver comment afficher le live view, c'est-à-dire comment afficher l'image sur l'écran ici derrière. Et donc je savais pas, d'habitude je trouve assez intuitivement. Ici je savais pas, on a dû regarder sur internet, mais en tout cas on a trouvé, on finit toujours par trouver. Et donc on a réussi déjà à utiliser le live view. Et la deuxième chose qui vraiment m'a étonné, c'est que en fait l'écran de l'appareil était vraiment... C'est vraiment pas les écrans d'aujourd'hui. Et quand on fait une photo, je dis toujours vérifier si elle est nette. On prend toujours le soin de vérifier qu'on a tout bien fait à la prise de vue, qu'on puisse vraiment exploiter notre photo. Et l'appareil était de mauvaise qualité, et même en zoomant dans l'image, j'arrivais pas à dire si elle était nette ou pas. Voilà, c'est un petit peu cocasse. En tout cas, le boîtier pour moi il était super. On avait tout sous la main, il marchait vraiment bien. Et puis, on a vraiment, pendant le stage, développé le savoir-faire. Je vous ai mis 2 photos du même endroit. Et Philippe, il a fait la photo qui est à droite. Et quand on compare un peu les 2 photos, alors la photo de gauche, elle aurait pu être faite avec un matériel qui coûte extrêmement cher, qui coûte 5-10 000 euros, je sais pas. Avec Philippe, on a fait la photo avec du matériel qui, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait l'avoir pour 200 ou 300 euros. Et... ok, on avait peut-être du matériel qui n'était pas tout à fait à la pointe de la technologie, mais on a appris vraiment à créer des photographies, à faire des photographies. Donc dans cette photo-là, si on regarde la photo de Philippe à droite, on a une belle composition, un beau point de vue sur le sujet. Alors peut-être qu'avec un très grand angle, ça aurait été encore mieux, on n'avait que le 18-55 de kit, mais... un beau point de vue, une belle composition, on a une belle lumière qui va faire ressortir les volumes, qui va nous créer des hautes lumières et des ombres, qui va nous donner un contraste de couleurs entre chaud et froid. On a aussi exploité ici, on a utilisé la pose longue pour à la fois lisser la mer, créer un beau contraste avec les rochers, et avoir cette belle texture brumeuse sur les rochers. Et voilà, la photo, elle me parle, je suis plongé dedans, c'est une photo que j'accrocherai chez moi. Et donc on a vraiment développé le savoir-faire. Et c'est comme, je prends beaucoup des analogies avec la cuisine, c'est comme si si on voulait faire une recette, et que un grand chef, on prend un très grand chef et on lui donne des mauvaises casseroles. Je pense que le très grand chef, même s'il a des mauvaises casseroles, il arrivera à faire quelque chose de bon, quelque chose de réussi et de savoureux. Alors que moi, qui suis vraiment très mauvais en cuisine, vous aurez beau me donner des casseroles dernier cri, ou je sais pas, la dernière technologie d'outils, ça fera pas de moi un cuistot. En photo, c'est exactement pareil. Il faut apprendre vraiment la composition, la lumière, bien régler son appareil photo. On peut aussi éventuellement apprendre le traitement. Ici, on a traité la photo aussi parce que comme on avait une situation de contre-jour, l'appareil a pas vraiment réussi à capturer tous les détails, et on a utilisé le traitement pour restituer quelque chose qui va plus ressembler à ce qu'on a pu voir avec nos yeux. Donc voilà pour la petite anecdote. Je te salue encore une fois, Philippe, si tu es là. Donc on retient juste, c'est pas le prix de l'appareil photo qui fait la qualité de la photo, et c'est pas non plus le prix de l'appareil photo
qui implique une meilleure qualité d'image. Et pour ça, on va tout de suite regarder un petit exemple. Alors ça encore, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir de se dire, moi j'ai acheté un appareil photo à 5000 euros, la qualité d'image n'est pas meilleure qu'un appareil à 500 euros. C'est comme ça. On va un petit peu expliquer ça. Alors, je vais vous présenter 4 photos. J'ai tout simplement pris une photo, 4 fois la même photo avec différents appareils photo. Alors vous allez les regarder et on va essayer de jouer le jeu. Alors on n'est pas en direct, mais vous essayez quand même de jouer le jeu dans les commentaires. Donnez peut-être la photo qui vous plaît le plus ou celle qui vous paraît le plus qualitative entre la première photo, la deuxième photo. Alors je vais juste m'enlever comme ça vous voyez bien les photos. Donc, je repasse la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors je vous laisse encore un tout petit peu de temps, je vais repasser quatrième, troisième, deuxième, première. Alors vous pouvez écrire dans les commentaires là où les photos que vous estimez être les meilleures ou celles que vous préférez. Et je vais mettre les 4 côte à côte. 1, 2, 3, 4. Et là encore, je vous laisse encore 5 secondes. Et je vais vous dire avec quoi elles ont été faites. Ok ? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Alors la première, la photo numéro 1 en haut à gauche, c'est une photo que j'ai faite avec mon téléphone. C'est un Samsung S20 FE si ça vous intéresse. La deuxième, c'est avec mon Olympus M1 Mark II. C'est l'appareil que j'utilise pour tout mon travail personnel. En bas à gauche, j'ai un ancien compact, un Lumix DMC FX12. Donc c'est un compact assez ancien en fait, assez ancien de 2007 je crois. Et à droite, j'ai le meilleur appareil que j'ai en termes de qualité d'image. J'ai un Canon 5D Mark IV. Alors, j'irai voir les commentaires, je vais aller voir ce que vous avez répondu. Mais en regardant les photos comme ça, alors on a eu des conditions lumineuses pas très complexes. On a eu, voilà, c'est une photo assez banale, on va dire. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que en les regardant comme ça, sans aller fouiller dans le détail, finalement, ce que je retiens, c'est que peu importe l'appareil photo qui a été utilisé, c'est un outil qui m'a permis de capturer la scène que j'avais devant moi. Et qui a permis de la capturer, j'ai envie de dire, assez fidèlement. Je ne vois pas de défaut majeur sur les 4 photos. Alors que certaines ont vraiment été faites avec du matériel très peu coûteux et pas forcément de très bonne qualité. Et d'autres avec des appareils de très bonne qualité, des appareils professionnels. Donc, j'ai mis ça pour vous dire que voilà, tant qu'on va juste utiliser les photos comme ça pour un album, pour les réseaux sociaux, tant qu'on n'a pas besoin de faire de très grands tirages, tant qu'on n'a pas de conditions lumineuses très complexes, j'ai envie de dire, peu importe l'outil, il va vous permettre de capturer ce que vous avez devant vos yeux. Ok ? J'ai hâte de voir les résultats que vous avez mis dans les commentaires. Alors, un autre grand principe, je vais juste remettre ma trombine comme ça vous me voyez et puis comme ça je vous vois, c'est comme si j'étais là. Donc c'est attention aux chiffres. Quand vous voyez le descriptif d'un appareil photo, vous voyez plein de chiffres, allumage en 43 millièmes de seconde, enfin 60 mégapixels, rafale à 15 images secondes, vitesse d'obturation jusqu'à 1,32 millième de seconde, 61 collimateurs de mise au point, stabilisation jusqu'à 6 stops. Voilà, c'est comme ça, quand on doit choisir un appareil photo, on va commencer à comparer différents modèles. Et on va avoir tendance, les constructeurs nous donnent des chiffres, donc on va avoir tendance à comparer les chiffres. Et c'est naturel et c'est normal. Et chaque version d'appareil photo, parce qu'on est dans un marché qui évolue assez vite technologiquement, vous avez tous les ans, tous les 2 ou 3 ans, à chaque fois un nouveau modèle qui sort, et le nouveau modèle va avoir toujours un petit peu plus de mégapixels, une rafale un peu plus rapide,
une mise au point un peu plus rapide, une stabilisation un peu plus performante, etc., etc., etc. Et en fait, au final, ici, il y a beaucoup de chiffres, mais pour moi, il n'y a aucun chiffre qui a vraiment un intérêt pour la qualité d'image. Que l'appareil s'allume vite, que je puisse avoir une vitesse d'obturation super rapide ou une stabilisation dingue, c'est pas forcément quelque chose qui va influer sur le résultat de la photo. Ça peut être des choses qui peuvent m'aider à réussir à faire la photo, mais ce ne sera pas forcément pertinent en termes de qualité d'image. Ok ? Donc on se méfie un petit peu, hein. Voilà, les chiffres, hein, ça donne, plus le chiffre est grand, plus ça donne envie de l'acheter, plus on a l'impression que c'est performant. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que je suis contre les évolutions, mais voilà, c'est pas toujours pertinent vraiment en termes de qualité d'image. Et je redis ça encore une nouvelle fois, l'augmentation du prix d'un appareil n'implique pas toujours une meilleure qualité d'image. Je vais vous détailler maintenant pourquoi est-ce qu'on a des appareils photo à 500 € qui font d'aussi bonnes photos que des appareils photo à 5000 €, avec une différence de 10 fois le prix. Alors, on va prendre comme exemple, si on voit mon curseur, entre l'appareil photo à gauche ici, ça doit être un Canon 200D ou 2000D, c'est l'entrée de gamme de chez Canon, et ça doit être un Canon 1DX3 ou quelque chose comme ça, qui est vraiment l'appareil le plus cher, le top du top de chez Canon. Et si, alors je les ai pas, ces appareils photo, mais si j'avais fait le même test, franchement, si je vous avais présenté les deux photos, je pense pas que vous auriez pu dire quelle photo a été faite avec quel appareil. Les deux photos produisent une très bonne qualité d'image. Donc pourquoi est-ce que l'appareil de gauche coûte 500 € et pourquoi l'appareil de droite coûte 5000 €? Alors, c'est d'autres facteurs qui entrent en jeu. Alors, je dis pas qu'il y a pas de différence de qualité d'image. Bien sûr, les appareils photo les plus chers, ça va être les plus avancés technologiquement. Et la qualité d'image augmente quand même avec le temps. Mais ça va pas forcément être vraiment sensible, ça va pas vraiment être pertinent. On va pas forcément voir grandement la différence, en tout cas pas pour un usage normal. Et ce qui fait la différence entre ces deux appareils-là, c'est que, déjà, la qualité de construction. Le boîtier de droite, c'est un boîtier qu'on qualifie de professionnel. Ça veut dire qu'il va sûrement tenir longtemps dans le temps, il va pouvoir faire des centaines de milliers de déclenchements avant de tomber en panne ou de mourir ou d'être foutu. Alors qu'un appareil amateur, on va se dire, l'amateur va faire sûrement moins de photos, donc il n'a pas besoin d'être aussi robuste. Donc ça va être la qualité de construction, ça va être tout ce qui est ergonomie, c'est des choses auquel on ne pense pas toujours, mais l'appareil photo de gauche, par exemple, il n'a qu'un seul écran ici. Alors que celui de droite, il va avoir un écran ici, il va avoir un deuxième écran ici qui va donner d'autres informations sur la batterie, je crois, et il va avoir encore un écran ici en dessous. Donc peu importe où je regarde, je vais avoir l'information qu'il me faut. Il va aussi avoir beaucoup plus de boutons. Il va avoir des molettes, il va avoir un joystick. Donc tout ça, c'est des choses, je vais pouvoir plus facilement changer mes réglages sans forcément aller dans un menu. Je vais les avoir sous la main. Je vais pouvoir être très rapide en reportage. J'ai besoin de changer la balance des blancs. Je clique sur un bouton et j'en tourne un autre et je peux changer ma balance des blancs. Alors que peut-être sur ici, le bouton balance des blancs, il est ici. Donc je vais devoir cliquer sur un bouton. Ça va m'ouvrir un menu et je vais devoir sélectionner après ma balance des blancs. Donc c'est par exemple, et ça parfois c'est vraiment, moi je trouve ça pas pratique s'il n'y a pas assez de boutons parce que je suis obligé d'aller dans des menus. J'ai vu des appareils photo, pour changer les ISO je dois rentrer dans des menus et ça c'est dommage je trouve. Donc on va voir ça, on va voir aussi l'autonomie de la batterie. Ici, on va avoir une batterie beaucoup plus grande qui va tenir beaucoup plus longtemps. Je vais pouvoir parfois travailler toute une journée entière sans avoir à recharger ma batterie. Alors que celle-ci, peut-être qu'au bout d'1 heure et demie ou 2 heures, elle va être vide et je vais devoir en avoir une deuxième ou la recharger. Donc on a tout ce qui est qualité de construction, ergonomie. On a aussi, par exemple, là j'ai mis un Pentax sous l'eau, ce qu'on appelle la tropicalisation. Donc quand vous avez un boîtier plus haut de gamme, il pourra, même s'il pleut, vous pourrez prendre des photos. Il y aura des joints entre chaque bouton, et ça forcément ça a un coût, et vous pourrez l'utiliser sous la pluie, et voilà, c'est pour ça qu'il coûte plus cher. Ok ?
On a encore plein d'autres choses, hein. Il peut y avoir des histoires d'autofocus qui va être plus rapide. On pourra avoir plus de points d'autofocus. Donc on pourra faire la mise au point partout dans l'image, alors qu'ici, par exemple, elle sera que au centre et sur 6 autres points. On aura aussi la rafale. Si on doit faire des photos de sport, par exemple, on pourra prendre une rafale de photos. Donc c'est tout plein de choses en plus, mais qui vont nous aider à réaliser la photo, mais qui vont pas forcément donner une meilleure qualité d'image. Voilà pour ce grand principe. Et pour finir, pour conclure là-dessus, sur la première partie, il y a quand même un avantage à avoir du bon matériel, hein. Alors, pour moi, le plus grand avantage à avoir du bon matériel, c'est qu'on n'a plus d'excuses si la photo n'est pas bonne. Et ça, je vous parle d'expérience, parce que tout ce que je vous dis là, je ne le savais pas au début. Moi, j'ai acheté plein d'appareils photo différents, des pleins formats, etc., etc. Et je croyais vraiment que plus l'appareil était cher, meilleur allaient être mes photos. C'est normal, c'est naturel de penser ça. Et moi, j'ai pensé ça aussi. Mais il s'est quand même passé un truc. Quand vraiment je me suis lancé beaucoup dans la photo, je voulais être sûr que j'ai du bon matériel. Et j'avais acheté un plein format. À l'époque, j'avais un Sony Alpha 7R qui était vraiment... alors c'était pas la dernière technologie que j'avais, mais le dernier modèle, mais c'était vraiment le top du top. Et j'avais des très bons objectifs dessus. Et voilà, mais là, ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit, ok, maintenant tu as l'appareil photo de tes rêves, tu as l'appareil photo que tu voulais, dans tous les tests, tout ce que tu as lu, c'est élogieux, donc l'appareil, il est bon. Donc maintenant, si les photos sont pas bonnes, c'est à toi de te bouger les fesses pour arriver à faire des bonnes photos. Et c'est là vraiment j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis de plus avoir l'excuse du matériel en me disant ouais mais c'est parce que j'ai pas un plein format ou ça. Ben, j'ai vraiment commencé à faire des bonnes photos et à vraiment apprendre à faire des bonnes photos. Ok ? On enchaîne. On va passer maintenant au boîtier numérique. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il existe comme type d'appareil photo. Et je vais tout de suite répondre à la question réflexe hybride. Alors, là, vous avez deux appareils photo. À droite, vous avez un appareil réflexe et à gauche, vous avez un appareil photo hybride. Alors, les réflexes, ils sont en train d'être remplacés par les hybrides, mais ça a été vraiment le standard pendant, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais une bonne cinquantaine d'années, même un peu plus. Et là, par exemple, j'ai un boîtier réflexe, c'est mon 5D Mark IV. Et en fait, le boîtier réflexe, si j'enlève l'objectif, ce qu'on va avoir à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, s'il y a assez de lumière, mais à l'intérieur, on a un miroir. Et en fait, c'est un miroir qui va, je vais juste le remettre, voilà. Le miroir va, juste qu'on me voit, voilà. L'image va passer dans l'objectif, le miroir va la faire passer, ici il y a un prisme, et donc quand je regarde dans le viseur ici, je vais vraiment voir avec mes yeux. Je vois, il faut que j'enlève le cache bien sûr, ça c'est vraiment la chose la plus importante, enlever le cache de l'appareil, de l'objectif, mais là je vois vraiment avec mes yeux. Et quand je vais faire la photo, après la lumière va aller sur le capteur. Donc ça c'est la visée réflexe, on voit avec nos yeux, on voit à travers le viseur avec nos yeux. Alors que dans un hybride, alors là par exemple j'ai un hybride, un Panasonic, mais dans un hybride, en fait quand je vais regarder ici, je vais voir un écran. C'est comme si l'appareil photo filmait en continu, j'aurais dû changer de caméra comme ça vous voyez mieux, je suis désolé. Ici, en fait on va voir directement le capteur au fond, et donc... voilà, on voit bien là le capteur vert, alors que sur l'autre on avait un miroir. Je vais vous remontrer l'autre. Et donc ici c'est comme si l'appareil photo filmait en continu et me montrait le résultat du film ici. Donc je vois un écran, je ne vois pas avec mes yeux. Je vais juste avec cette caméra vous remontrer le miroir, je pense qu'on va pouvoir le voir. Il faut que je cherche le bon angle avec la lumière. Je ne sais pas si on va le voir. Mais là, il y a un miroir dedans. Ok. Je vais pas passer non plus une heure là-dessus. Et donc, les différences. Donc, il y a cette visée. Ça, c'est vraiment différent. C'est une question de goût aussi.
Alors moi j'aime bien la visée réflexe, j'aime beaucoup l'utiliser en reportage parce que je vois vraiment avec mes yeux, je vois tous les mouvements sans latence. Je trouve le viseur aussi plus grand, même si les choses sont en train d'évoluer, les hybrides font toujours des progrès. Et à l'époque aussi, avec mon premier hybride, l'autofocus n'était pas aussi performant, mais maintenant c'est plus le cas. Donc il y a plus de, à part la visée réflexe, il n'y a plus vraiment d'avantage à avoir un réflexe. L'avantage de l'hybride, c'est qu'il a de l'avenir. Tous les constructeurs sont en train d'abandonner le réflexe pour passer à l'hybride. Alors il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que avec l'hybride, vous pouvez voir directement le résultat de votre photo. Avant même d'avoir déclenché, en fonction de votre réglage, vous verrez les résultats. Et ça peut vraiment être bien. En plus, l'appareil photo peut nous afficher des choses en plus qu'on ne pouvait pas avant. Hein. Il va pouvoir aussi analyser l'image, il va pouvoir suivre un sujet avec tout ce qui est intelligence artificielle qui se développe beaucoup. Donc il va reconnaître, ah bah sur cette photo, il y a un visage, donc il va le reconnaître, il va pouvoir le suivre et faire la mise au point dessus. Donc ça, c'est des choses qui apportent vraiment une amélioration, un confort d'utilisation. On a aussi la compacité, comme on n'a plus le système de miroir, les appareils peuvent être plus petits. Ça a aussi un intérêt pour les objectifs. Aujourd'hui, les constructeurs arrivent à faire des objectifs qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Dans un même volume, on va dire, ils arrivent à ouvrir plus ou avoir plus de focales, alors qu'avant, c'était pas le cas. Une chose aussi très intéressante qui est arrivée avec les hybrides, c'est qu'on a pu stabiliser le capteur. Avant, on avait des stabilisations dans les objectifs, mais aujourd'hui, on a aussi les capteurs qui sont stabilisés, et ça, c'est vraiment très intéressant. On peut vraiment faire en basse lumière des choses, des poses assez lentes, sans que ça bouge. Ça, c'est vraiment une avancée. Okay, donc voilà pour la différence réflexe hybride. Ça change pas vraiment la qualité d'image, ça n'a pas d'impact. Donc si vous avez aucun appareil photo, comme le réflexe petit à petit va peut-être être voué à la disparition, je vous conseille plutôt de choisir directement un hybride, comme c'est des montures différentes. Prenez tout de suite un hybride avec des objectifs faits pour les hybrides, comme ça tiendra plus longtemps. Alors que le réflexe... ça peut quand même être un bon plan, le réflexe, parce qu'il va bien sûr perdre la valeur, et ça reste quand même des objectifs très très bons, donc on peut quand même encore les utiliser. Ok ? Maintenant, je vais vous parler, pour vraiment bien comprendre de quoi on va parler, les boîtiers. Qu'est-ce qu'on va regarder dans ces boîtiers pour pouvoir les comparer en termes de qualité d'image? Qu'est-ce qu'on va comparer sur ces boîtiers? Alors, j'en ai retenu 4. La qualité d'image, le contrôle de la profondeur de champ, la sensibilité du capteur et la dynamique de l'image. Et je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, on va regarder en fonction des appareils photo, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font moins bien. Donc la qualité d'image, on peut appeler ça la définition, on peut aussi appeler ça la netteté. On aime bien aussi le terme piqué. Quand on parle d'objectif aussi, ça va être l'impression de netteté que donne cet appareil photo. Okay. Alors si on reprend l'exemple d'avant, les 4 fois la même photo prise avec différents appareils photo, maintenant ce qu'on va faire, alors je vais enlever mon visage comme ça vous voyez bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer à l'intérieur. On va vraiment regarder un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Et là vous allez voir, c'est pas forcément la même chose. Alors, ici, ce qui va vraiment sauter aux yeux, ça va être ici le téléphone portable. Quand on zoome dans l'image, par rapport à, entre guillemets, un vrai appareil photo, vous voyez qu'on a beaucoup moins de définition. Le mur, c'est quasiment un aplat. Les tuiles, pareil, on voit quasiment pas les tuiles, alors qu'ici, elles vont être mieux définies. Là, il est obligé d'ajouter aussi pas mal de netteté pour combler un petit peu ces manques, j'en parlerai un petit peu plus après. Donc ça paraît quand même net, mais on sent, ça fait un effet BD un petit peu, hein, c'est pas tout à fait propre. Alors que vous voyez les deux vrais appareils, enfin l'Olympus, le micro 4 tiers et le plein format, ça je développerai après ces notions-là. Vous voyez qu'on a vraiment une belle définition, on voit vraiment les fins détails, même en zoomant dans l'image. Et on voit aussi que le compact, comme un peu, il va souffrir un petit peu comme le téléphone portable, on verra moins les fins détails. Ok ?
Donc ça, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est la qualité de l'image. Ensuite, autre chose qu'on va rechercher, c'est le contrôle de la profondeur de champ, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du flou, un flou d'avant-plan ou un flou d'arrière-plan. Si on prend cette photo d'Estelle, typiquement pour un portrait, c'est ce qu'on peut vouloir faire, c'est avoir une faible profondeur de champ, c'est-à-dire avoir le sujet net et derrière avoir un beau flou d'arrière-plan. Et bien ça, tous les appareils photo ne permettront pas de produire le même flou. Okay. Alors, concrètement, on parle vraiment de contrôle de profondeur de champ. Donc, si on a un grand contrôle sur la profondeur de champ, on pourra faire des photos avec une faible profondeur de champ, c'est-à-dire avec du flou derrière, et on pourra toujours faire une photo avec une grande profondeur de champ, c'est-à-dire l'avant-plan et l'arrière-plan quasiment net, ensemble. Okay. Donc, ce qu'on va viser dans les appareils photo, c'est un appareil photo qui nous permet de faire les deux. Il y en a qui ne permettront pas d'avoir beaucoup de flou, et il y en a qui permettront d'avoir les deux. Okay. Vous avez compris, l'intérêt, hein, c'est de faire ressortir son sujet et de jouer avec le flou. Troisième critère qu'on va regarder, c'est la sensibilité du capteur, c'est-à-dire la capacité du capteur à exploiter les hautes sensibilités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous manquez de lumière, si vous travaillez à main levée, il y a des réglages que vous ne pourrez pas changer. Le temps de pause, vous ne pourrez pas le changer. L'ouverture, vous ne pourrez pas toujours la changer non plus. Donc là, on va jouer sur la sensibilité du capteur. On va rendre le capteur plus sensible à la lumière pour faire des photos bien exposées, même si ça manque de lumière. Et là, tous les capteurs ne sont pas égaux face à ça. Donc si vous avez un capteur qui n'est pas très sensible, qui est pas très bon là-dedans, vous voyez que ça va faire vraiment une bouillie. Ici, j'ai pris la même photo, mais avec un réglage ISO à 3200. Et on verra ensuite quelle photo et quel capteur. Mais vous voyez ici, ça va s'améliorer. Ici, on a déjà une meilleure qualité d'image, même si on a encore ce bruit, ce grain qui dégrade un petit peu la qualité d'image. Et enfin, sur le dernier, on va avoir une belle qualité d'image, même à haute sensibilité. Ok ? Ça, c'est ce qu'on va voir aussi. Quatrième chose qui est importante, c'est la dynamique du capteur. Alors c'est pas forcément, ça c'est quelque chose dont on parle très peu, qui me tient assez à cœur parce que moi je l'utilise beaucoup. Comme je veux faire des images assez douces avec peu de contraste, en fait j'aime plutôt les appareils avec une grande dynamique. Je vais vous expliquer ce que c'est. La dynamique, c'est la capacité du capteur à enregistrer des forts écarts de lumière, des basses lumières et des hautes lumières en même temps. On va parler de plage dynamique. En fait, l'œil humain a une très bonne plage dynamique, c'est-à-dire qu'il est capable de voir à la fois des choses très sombres, de percevoir des choses très sombres et des choses très claires. Alors que l'appareil photo, lui, va être beaucoup plus restreint. Et ça, malheureusement, même si vous avez un appareil photo à 10 000 €, il aura peut-être une meilleure dynamique qu'un appareil à 500 €, mais il sera quand même limité. Et là où l'œil, si vous voyez mon curseur ici, l'œil va distinguer ici encore un niveau de gris, alors que l'appareil photo, pour lui, ça va devenir trop clair et il va le percevoir comme du blanc. Et tout ce qui sera après sera du blanc. Pareil de l'autre côté, au bout d'un moment, ici, on peut voir encore des nuances de gris. L'appareil photo, au bout d'un moment, va voir du noir. Concrètement, ça fait que le résultat photo ne correspond pas toujours à ce qu'on voit avec notre œil. Si je prends un paysage à contre-jour, ici un beau champ de lavande, alors je vais juste enlever ça, voilà. Mon œil va bien percevoir à la fois les zones sombres et les zones claires. Alors que mon appareil photo, j'aurais beau le régler comme je veux, soit je vais pouvoir exposer pour les hautes lumières et bien exposer mon ciel, soit je vais bien exposer mon avant-plan, mais je ne pourrais pas, à cause de la dynamique restreinte de l'appareil photo, je ne pourrais pas exposer les deux bien en même temps. Donc pour avoir une photo comme ça, je vais devoir passer, soit utiliser des filtres, soit passer par un traitement, des filtres neutres gradués, soit passer par un traitement. Mais c'est quand même possible de ça. Mais plus la dynamique du capteur va être bonne, la dynamique de l'appareil photo va être bonne, plus je vais avoir un résultat qui se rapproche de ça, ou je vais avoir une facilité à avoir un résultat qui se rapproche de ce qu'on peut voir avec nos yeux. Ok ? Donc maintenant, on va vraiment parler des différents appareils photo. Et je vais commencer par parler du téléphone
portable. Les téléphones, alors c'est un vrai appareil photo, le téléphone portable, je me contredis un petit peu, c'est un appareil photo, c'est un outil qui prend des photos, et la technologie est de mieux, évolue toujours, et donc j'ai des collègues qui prennent des photos uniquement avec leur téléphone portable, et c'est, voilà, j'ai rien à dire, c'est très bien comme ça. Donc ils produisent plutôt des photos de bonne qualité. Ce qu'il faut vraiment dire, ça c'est vraiment quelque chose de très important. J'entends beaucoup de gens qui me disent, voilà, mais mon téléphone fait des meilleures photos que mon appareil photo. Ouais. Alors, attention, c'est à la fois vrai et à la fois pas vrai. Il faut avoir l'esprit que, et c'est toujours compliqué à imaginer parce que quand on appuie sur le bouton, hein, ça fait le clic-clac, ça se fait instantanément, donc on a l'impression que l'appareil a juste pris la photo et puis c'est fini. Et en fait, non, il y a une intelligence derrière qui fait des choses extrêmement complexes. Hein. Donc déjà, vous avez une intelligence dans votre téléphone qui va souvent bien faire les réglages, il va reconnaître les scènes, il va bien faire les réglages de prise de vue, et surtout, il va faire un traitement de manière automatique de la photo. Il va détecter les contre-jours, il va les décontraster, il va ajouter la netteté, il va ajouter la saturation en fonction de ce que vous avez pris. Donc chaque appareil photo fonctionne un petit peu différemment, mais en gros, tout ce qu'un photographe, tout le savoir-faire qu'un photographe doit avoir pour faire des bonnes photos, eh ben, le téléphone portable, quelque part, il l'a programmé il l'a dans ses programmes. Donc c'est pour ça que effectivement, il peut se sortir de situations compliquées de manière automatique, j'ai envie de dire, parce qu'il va faire ce genre de choses qu'il faut faire manuellement avec un appareil photo. Ou en tout cas, on n'a pas encore autant d'intelligence, on n'a pas forcément un traitement qui est fait dans l'appareil photo comme dans un téléphone portable. Alors peut-être que ça va évoluer, mais moi je veux quand même garder le contrôle, je veux pas que l'appareil photo fasse tout non plus, hein, je veux quand même pouvoir faire les choses à ma manière. Okay, donc retenez, si votre appareil photo de portable fait des meilleures photos, c'est qu'il a traité l'image, c'est qu'il a appliqué un traitement à l'image. Okay, là où ça va être limité, le téléphone portable, ça va être vraiment les limites dues à la miniaturisation. Ben vous imaginez quand un appareil photo réflexe qui pèse plus d'1 kilo, ça va être plutôt 2 kg avec l'objectif, voire 3, et un téléphone portable qui tient dans la poche et dont le capteur photo et l'objectif est vraiment minuscule, ben forcément ça a des conséquences. Et le téléphone portable, c'est l'appareil qui va être le plus limité à cause de la miniaturisation de son capteur. Donc la première chose, c'est qu'on aura une grande profondeur de champ. Vous y arriverez, mais ça va vraiment pas être flagrant d'avoir votre sujet net et un arrière-plan flou. Alors oui, il y a le mode portrait, je vais y venir juste après, mais on pourra quasiment pas contrôler notre profondeur de champ. Il sera aussi pas très sensible à la lumière. Il sera bon dans sa valeur nominale, mais dès que vous allez manquer de lumière, eh ben, ça va donner un petit peu de la bouillie. Alors oui, ils font des progrès, oui, il y a du traitement anti-bruit, mais quand même, ça donnera de la bouillie. Et je vais vous le montrer juste après. Et enfin, on aura, parce que là aussi, on aura une moins bonne définition. Quand on va zoomer dans l'image, ben forcément, il faut mettre 12 millions de pixels dans un petit capteur, et ça veut dire la taille du capteur influe vraiment. Plus c'est petit, plus votre capteur va être petit, et moins il va être précis. Et donc c'est pour ça qu'on n'aura pas une aussi bonne définition sur un téléphone portable que sur un appareil photo plus grand. Alors, en image, donc je reprends le comparatif des photos, hein, on voit très bien en termes de définition, hein, quand on zoome dans l'image, celle du téléphone n'est pas aussi bonne. Hein. Ça peut déjà se voir parfois, si on a un bon écran, ça se verra déjà en voyant la photo en grand, et plus si on va zoomer dedans. Alors bien sûr, quand on regarde ça sur un écran de téléphone, ben, ce sera aussi bon qu'une autre photo, hein, mais quand on va vraiment venir voir ce qu'il y a dans la photo, ben, ce sera un petit peu plus limité. Donc ça c'est sur la qualité d'image, la limite du téléphone portable. En termes de profondeur de champ, là j'ai mis 3 photos différentes, donc vous voyez que je vais y revenir encore après, mais plus votre capteur va être grand, plus vous allez pouvoir contrôler votre profondeur de champ. Et
à ouverture quasi constante. Alors sur téléphone, ici elle est à 1.8 et il peut que faire des photos à 1.8, il peut pas contrôler vraiment la profondeur de champ le téléphone parce qu'il n'a pas de diaphragme dedans, parce que c'est trop petit. Mais vous voyez que ici ma main et l'arrière-plan est quasiment net, malgré le fait que j'ai une très grande ouverture. C'est parce que c'est à cause de la petite taille du capteur. Sur un micro 4 tiers, on va déjà pouvoir avoir une belle séparation, et sur un plein format, la séparation va être encore plus grande à ouverture équivalente. Ok ? Ça, c'est la deuxième limitation du téléphone portable. Et maintenant, je viens au mode portrait. Alors, j'ai pas pu intégrer la vidéo dans la présentation, mais quand vous prenez une photo en mode portrait et que vous avez effectivement un flou d'arrière-plan, en fait, c'est pas, on va dire, c'est pas un vrai flou. On va pouvoir modifier nous-mêmes le flou d'arrière-plan. Donc j'ai un menu, je peux le modifier et je peux le mettre entre 0 et 7. Donc à 0, j'aurai tout net, ce qui est la photo d'origine de l'appareil du téléphone. Et à 7, ça va être l'effet appliqué au maximum. Et en fait, ce qu'il va faire, votre appareil photo, c'est qu'il ne va pas créer un flou optique comme sur un appareil photo normal. Il va détourer, il va reconnaître le sujet, il va détourer la main et il va flouter l'arrière-plan. Donc c'est quelque chose d'assez complexe qu'on peut aussi faire sous Photoshop par exemple avec un appareil normal. Mais l'inconvénient de ça, c'est que votre flou, il va pas être progressif. Vous allez avoir la main nette et derrière ce sera flou. Et on n'aura pas une belle progression de flou, on n'aura pas un aussi beau flou que sur un appareil photo normal. Donc retenez que votre téléphone portable, il est intelligent pour pallier à ces lacunes. Il va ajouter beaucoup de netteté. Si vous voulez du flou, il va vous en créer, mais tout ça, il va vous le créer informatiquement. Ça va pas être du vrai flou optique. Ok ? Pour les sensibilités, bah là, pareil, hein, à 3200, ça devient vraiment de la bouillie. Ouais. Moi j'aime bien dire le terme bouillie parce que je trouve ça assez juste. Il va manquer les détails, on aura beaucoup de bruit. Alors on voit qu'il a quand même traité le bruit pour qu'il n'ait pas trop dans le ciel, mais quand même voilà, ça reste pas génial ici. Ok ? Par contre, dans les avantages, maintenant en image du téléphone portable, ben là, en fait, avant j'ai harmonisé les photos dans le premier comparatif. Ici, j'ai vraiment mis les photos qui sortaient directement de l'appareil. Et ben en fait, vous voyez que sur cette photo, l'appareil photo par rapport à un appareil photo classique, le téléphone, pardon, m'a vraiment appliqué un traitement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a débouché les ombres pour que les maisons devant soient mieux exposées. Alors peut-être il a un petit peu trop débouché, ça devient un petit peu plat, mais bon, c'est une histoire de goût. On voit qu'il a saturé aussi le ciel, il a saturé les couleurs, et si on zoomait dedans, il a ajouté aussi de la netteté. En fait, le téléphone, son but, c'est de vous proposer le plus rapidement possible une photo qui est un petit peu séduisante, on va dire, avec de la saturation, avec voilà, des ombres débouchées et de la netteté. Et donc sur votre écran, elle va paraître bien. Après, quand vraiment vous voulez en faire un tirage ou vous regardez ça précisément, vous allez voir que en fait, il s'en est pas si bien sorti que ça. Mais c'est vraiment chouette d'avoir en un clic une photo qui quand même où il y a du savoir-faire dedans, qui nécessiterait vraiment un savoir-faire de traitement pour arriver à faire tout ce qu'il fait. Ça se voit même pas trop, mais bon, après la balance des blancs, je suis pas fan de la balance des blancs qu'il a choisie, je trouve qu'elle est un peu froide, on a du bleu dans les blancs. Ok, en tout cas ça donne un bon résultat. Un résultat encore plus incroyable, c'est quand on a vraiment un fort contraste. Hein. Alors ici c'est assez exceptionnel, mais le téléphone portable va détecter le contraste et il va pas seulement se contenter d'un bon traitement pour déboucher les ombres, il va carrément faire plusieurs photos exposées de manière différente et il va les réassembler pour avoir une bonne exposition partout. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez avancé, c'est quelque chose que j'utilise aussi moi dans mes photos de paysage, mais avec l'appareil photo, je vais devoir faire un choix. Soit je vais exposer pour le ciel, soit je vais exposer pour l'avant-plan. Mais pour avoir ce résultat, ça nécessitera un traitement au minimum. On pourrait imaginer l'utilisation d'un filtre ici, comme j'ai un horizon assez plat. Mais ça va vraiment demander un matériel ou un savoir-faire supplémentaire. Alors que le téléphone portable, franchement, c'est assez incroyable. Mais en un clic, il arrive à prendre différentes photos, les aligner et les traiter pour me restituer quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Ok ? Je clôt
le dossier téléphone portable, mais je pense que c'était important de voir ça pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. On va parler maintenant des compacts. Alors il y a les compacts grand public, hein, ça c'est l'appareil photo qu'on peut glisser dans sa poche, c'est un petit peu l'appareil photo que chacun a chez soi, du moins à l'époque où on achetait des appareils photo. Ils tendent à disparaître. Ils sont remplacés par les téléphones, hein, parce que les téléphones, justement, cette intelligence dedans, on l'a toujours sur soi. En plus, il fait des bonnes photos, il les traite et tout ça. Donc, il n'y a plus vraiment d'intérêt à avoir un compact. Hein. Donc, le marché est en train de disparaître. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'ils vont mettre la même intelligence dedans, on ne sait pas. L'inconvénient aussi, c'est en général tout est automatique, on peut pas contrôler grand chose, donc je trouve que c'est pas vraiment pertinent comme choix si vraiment vous voulez apprendre la photo, si vous voulez apprendre sérieusement la photographie. Ensuite, on a les compacts qu'on dit experts. Les compacts experts, dans tous les tests, vous allez voir, on va parler de compacts experts. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'intéressant. Moi, j'en ai eu, j'en ai plus, mais j'en ai eu. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ils produisent des photos de bonne qualité. Ils ont souvent des bonnes optiques qui sont assez lumineuses, qui vont ouvrir vraiment, vraiment bien. Ils sont compacts et ils sont discrets. Donc ça, c'est très bien pour la photo de voyage de rue. On peut l'avoir dans sa poche. Et par contre, la limite, ça va être encore une fois les limites dues à la miniaturisation. On va encore en général avoir des petits capteurs dedans. Donc pareil pour la profondeur de champ et la sensibilité, ça va un peu être comme le portable, même si ça va être quand même mieux que le portable. Et on va vraiment avoir des compacts qui vont ouvrir beaucoup et qui vont avoir un capteur pas si petit que ça. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et j'ai des collègues qui travaillent avec ça, surtout en photo de rue. Donc vraiment, ça peut être un bon choix, un compact expert. Ensuite, on a les bridges. Les bridges, ils appelaient ça bridge parce que c'est entre un compact et un gros appareil réflexe à l'époque. Donc ça ressemble à un gros appareil. Vous avez souvent des gros zooms dessus, des très grandes amplitudes de zoom. Donc vous pouvez prendre du grand angle et du téléobjectif. Ça, je vais le développer encore après. Alors, moi, personnellement, je ne recommanderais pas ça. Parce que pour avoir une telle amplitude de zoom dans un si petit appareil, entre guillemets, ça veut dire que le capteur est très petit. Et donc la qualité d'image est rarement au rendez-vous. Donc on aura une grande profondeur de champ, malgré le fait que souvent ça ouvre assez bien. On va pas très bien gérer les hautes sensibilités et vous pouvez pas changer votre objectif. Et souvent, moi j'en avais un et j'ai souvent été déçu par le résultat en fait. Il y en a qui sortent du lot, je sais qu'il y a une très bonne réputation, le RX10. Je crois que j'avais vu des fichiers, ils sont plutôt bien. Mais moi je dis si vraiment vous voulez, vous verrez, il y a d'autres alternatives et si vraiment vous voulez faire des bonnes photos et si vous êtes sérieux avec ça, je vous conseillerais plus un autre appareil photo. Ok ? On va rentrer maintenant dans les 4 types de boîtiers que je vous conseille qui sont, alors j'aime pas le terme, mais encore une fois, ce seraient des vrais appareils photo, vraiment des choses dédiées à la photo où on peut changer d'objectif. Et les 4 types de boîtiers, c'est en fonction de la taille du capteur. Alors, là, je vous ai mis, ce sera pas à l'échelle parce que ça dépend de l'écran, mais la relation entre la taille des capteurs, elle est juste. Donc, vous avez ce qu'on appelle les micro 4 tiers. C'est un capteur qui fait cette taille-là. On va en parler après. On a les APS-C qui sont un capteur un peu plus grand. On a ce qu'on appelle le plein format ou 35 mm ou full frame en anglais ou 24-36. Ça, je vais en parler après, mais c'est plutôt un gros capteur. C'est un capteur qui a la même taille que les négatifs 24-36 qu'on avait et qu'on a toujours. Quand on a opéré le virage en numérique, les capteurs plein format, c'est le même format que les négatifs de l'époque. Et enfin, on a les appareils photo moyen format où le capteur va être encore plus grand. Et vous allez voir, vous avez déjà eu un petit peu ça, mais la taille du capteur va vraiment jouer sur les 4 caractéristiques dont je vous ai parlé. Ok ? Alors, les moyens formats, je ne vais pas développer ça. Ce sont des appareils photo qui sont superlatifs.
Vous avez différentes marques, Fujifilm, Hasselblad, je crois qu'il y a Phase One aussi qui en font. Voilà, c'est des appareils super, ils sont assez gros, assez chers, et c'est des super appareils photo. C'est des appareils photo assez rares, qu'on voit pas souvent, donc je vais pas forcément vous les recommander, mais voilà, c'est des très très bons appareils. On va parler un petit peu du plein format. Donc le plein format 24-36, 35 mm, en général c'est ce qu'on qualifie de professionnel. En fait c'est des... On va dire dans les grands fabricants, Canon, Nikon, Sony, dans les grands fabricants d'appareils photo, c'est dans ce format de capteur qu'on va vraiment avoir les leaders, qu'on va avoir les appareils photo les plus technologiquement aboutis, voilà, c'est comme la Ferrari chez les voitures, ça va être l'appareil photo qui fait rêver avec le plus de technologie dedans. Donc, en général, c'est ce qu'on retrouve chez les professionnels. On a plein d'optiques qui sont super. On a là, ça va être les appareils photo qui seront tropicalisés, qui auront un bon autofocus, etc., etc., etc. C'est vraiment la meilleure qualité, on va dire, à tous les niveaux, au niveau des appareils photo. En termes de qualité d'image, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, donc on a un capteur qui est plutôt grand. Donc on va avoir tous les bénéfices du grand capteur. C'est-à-dire qu'on pourra bien contrôler notre profondeur de champ. Si on fait des portraits, on pourra avoir un portrait avec un beau flou d'arrière-plan derrière, et on pourra aussi avoir du tout net. Il va bien gérer les sensibilités. On pourra monter dans les sensibilités et garder une bonne qualité d'image. La qualité d'image est très bonne, elle est excellente, hein, et en général, ce sont des appareils photo qui ont une très bonne dynamique. Alors, par exemple, c'est pas toujours le cas, mais depuis quelques années, c'est le cas pour tous les fabricants. Canon avait vraiment du retard là-dessus, sur le 5D3 par exemple, c'était vraiment pas ça. Avec le 5D4, à partir du 5D4, c'est vraiment, on a vraiment une très bonne dynamique, donc ils ont résolu ce problème-là. Mais voilà, moi j'ai encore un 5D3, et justement je suis passé du 5D3 au 5D4 à cause de la dynamique. J'étais embêté parfois pour le style d'image que je voulais faire. J'avais pas une assez bonne dynamique pour capturer, pour avoir des images à haute dynamique, on va dire. J'avais pas, le 5D3 me permettait pas de faire ça, donc je suis passé au 5D4. Mais depuis, voilà, Canon a rattrapé le retard. Mais Sony, Nikon sont vraiment très bons là-dedans, une très bonne dynamique, aucun souci là-dessus. L'inconvénient du grand capteur, ben, ça va être que c'est des appareils qui sont assez grands et assez lourds. Hein. Si je compare, ben ça, en gros, en termes de focale, on est à peu près pareil entre, je vais juste me mettre en grand, voilà, entre le boîtier plein format, le 5D4 avec le 24-70, et ici, un micro 4 tiers avec un... Alors c'est un objectif de kit, c'est pas forcément la même ouverture, mais il est très qualitatif. Ben, vous voyez que la taille, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Ici, je dois en avoir pour 400-500 grammes. Ici, j'en ai pour plus d'1 kilo. Peut-être un peu plus. Peut-être 600 grammes. Et ici, je dois en avoir pour 2 bons kilos. Et alors non seulement c'est plus grand, c'est plus lourd, mais c'est aussi plus cher. Hein. C'est vraiment les boîtiers, des boîtiers plus onéreux. Et en termes de marque, vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous aurez toujours une très belle qualité d'image, que ce soit Canon, Nikon, Sony, Pentax aussi fait du plein format. Panasonic aussi, dans sa gamme Lumix S, a aussi du plein format, et je crois que Leica fait aussi du plein format. J'ai peut-être oublié un fabricant, mais c'est pas grave. Mais tout ça, ça va être du très bon matériel, aucun doute là-dessus, c'est juste que ça va être lourd et que ça va être un petit peu cher. Et je vais prendre maintenant le petit capteur. Pardon, je vais repasser là. Donc je vais parler du micro 4 tiers. Alors, contrairement, hein, il ne faut pas se fier à sa taille, c'est des appareils qui sont très bien construits, qui ont une très bonne qualité d'image et qui proposent vraiment des très belles optiques. Alors je filme avec mon Olympus, donc je ne vais pas vous le montrer, qui est vraiment un appareil professionnel. Donc en fait, ce qu'il y a de bien avec les micro 4 tiers, c'est que les fabricants qui sont Panasonic et OM System, eh ben, ils se sont concentrés uniquement sur ce format-là. Donc forcément, ils vont produire des choses aussi pour les professionnels. Donc on va retrouver une bonne qualité d'image, des bonnes optiques, et ça va être bien construit. Alors bien sûr, il y a différentes gammes, hein, comme chez tous les fabricants, mais on peut vraiment avoir du très bon matériel en micro 4 tiers.
Alors, le capteur est plus petit, donc la conséquence, c'est qu'on pourra moins bien contrôler sa profondeur de champ. Je vais vous montrer un exemple après. Les sensibilités seront... on ne pourra pas autant monter dans les ISO en gardant une bonne qualité d'image. Les dynamiques sont vraiment variables suivant les modèles, j'ai vu tout. Le mien que j'ai, le MA Mark II, n'a pas une très bonne dynamique. Par contre, le OM5, le dernier, a une très bonne dynamique. Et l'OM1, qui est le meilleur appareil dans cette catégorie-là, je crois qu'il a une moins bonne dynamique. Donc c'est vraiment suivant les appareils photo. Donc ça, c'est des choses que je teste, ou je regarde les tests avant de choisir. Je vais vous montrer ça après. Voilà. L'avantage des micro 4 tiers, alors ça c'est les inconvénients parce que le capteur est plus petit, mais les avantages, ils sont plus abordables et plus compacts. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quand même de l'ordre de 2 fois moins cher d'avoir un micro 4 tiers qu'un appareil plein format. Ok. On va regarder un petit peu maintenant la comparaison par rapport au plein format. Donc, quand on a une image, tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire, quand on fait une image avec des réglages pas extrêmes, pour moi, les qualités sont assez équivalentes. Ici, ce qui va faire la différence, c'est que sur mon Canon, en fait, j'ai 30 mégapixels, donc j'ai besoin de moins zoomer dans l'image pour pouvoir les comparer directement. Donc ici, on va commencer à voir que les détails sont pas aussi fins et aussi précis que sur celui-là. J'ai une forme de bruit qui apparaît et des petits aplats. Mais franchement, ici on peut le voir aussi. Hein. On peut voir, c'est pas aussi net qu'ici. Franchement, pour moi, ça reste anecdotique. J'ai vraiment été surpris quand j'ai comparé, quand j'ai testé pour la première fois des micros 4 tiers. Dans les conditions normales, la qualité pour moi est équivalente. Elle n'est pas pareil, mais franchement, pour moi, c'est pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour tout mon travail personnel que j'expose, que je vends, j'utilise un micro 4 tiers parce que pour moi, les avantages du micro 4 tiers en termes de compacité, de prix et de poids, compense ça en fait, cette petite perte de qualité. Ok, voilà. Pour les hautes sensibilités, là j'ai mis un exemple de photo pris à 3200 ISO. Alors je vais enlever mon visage, voilà, comme ça vous verrez bien. Ici clairement, voilà, c'est pas la même chose. Hein. On voit que le micro 4 tiers va moins bien gérer ça, on aura plus de bruit. Hein, on va perdre des détails, ils vont être perdus dans le bruit, pardon. Alors qu'avec le plein format, on commence à voir que l'image se dégrade, on commence à avoir du bruit, mais on aura quand même une meilleure qualité d'image, il va mieux gérer ses faibles sensibilités. Alors, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Moi, comme je fais beaucoup de paysages, j'ai très rarement besoin de monter dans les ISO, donc pour moi, c'est pas un souci. Mais si vous voulez faire, par exemple, des photos de concert ou des photos vraiment en faible lumière, le micro 4 tiers sera pas forcément le meilleur choix dans ce cas-là. J'y reviendrai après. Okay. En termes de dynamique, on va comparer un petit peu. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris la photo de gauche, hein, et j'ai débouché les ombres pour arriver à avoir du détail partout, pour avoir tout bien exposé. Et donc dans cette opération-là, on va devoir rechercher l'information qui se cache dans les ombres ici. Alors j'ai pris un exemple un petit peu extrême, hein, mais comme ça au moins on voit l'effet. Et vous voyez que donc à gauche on a le micro 4 tiers et à droite on va avoir le plein format. Vous voyez que le plein format aura moins de bruit. Hein, on gardera plus de fins détails et on a aussi une légère teinte verte. Alors ça dépend vraiment des appareils photo, parfois elle est verte, parfois elle est violette, mais on voit clairement que cet appareil photo là qui a une moins bonne dynamique, il va avoir plus de mal à restituer les détails quand il y a des forts écarts de lumière qu'un appareil photo qui aura une meilleure dynamique. Alors si j'avais fait la photo, c'est pas forcément lié au plein format. Hein, c'est pas ça, je sais pas exactement ce qu'il y a derrière, je vais me renseigner. Mais si j'avais fait la photo avec un 5D Mark III, qui est un plein format, j'aurais eu un résultat équivalent au micro 4 tiers ici. Mais on retient la dynamique, quand la dynamique est moins bonne, on a ce genre de choses qui arrivent. Et ça, c'est vraiment des choses à tester. C'est des choses que moi je teste avant d'avoir un appareil photo, de dire ok, est-ce que la dynamique va être bonne. Après,
Moi, alors c'est dommage que la dynamique soit moins bonne sur mon appareil photo, mais ça me retient pas non plus d'utiliser. Pourquoi? Parce que je vais m'en sortir différemment grâce au savoir-faire que j'ai acquis. Ben, même si l'appareil photo n'arrive pas à gérer cette dynamique, moi je vais être capable de la gérer en prenant plusieurs photos par exemple, ou en optimisant ma prise de vue et en passant par le traitement pour avoir une belle qualité d'image. Donc c'est quelque chose qui peut être pris en considération, mais qui n'est pas non plus éliminatoire dans le choix d'un appareil. Ok. Enfin, les APS-C. Hein, donc les APS-C, ça va être entre le plein format et le micro 4 tiers. C'est un bon compromis entre les deux. Hein. Alors, il faut faire attention. Ça dépend. Alors, je vais prendre un exemple. Ici, j'ai illustré ça avec un appareil Fuji. Et Fuji, ce qui est bien, c'est que eux, ils font pas de plein format, ils font du moyen format et de l'APS-C. Donc ils se sont vraiment concentrés sur cette taille de capteur et ils ont fait vraiment des super appareils photo avec des super optiques. Donc Fuji, c'est vraiment très très bien. Alors que Canon et Nikon, par exemple, Sony aussi un petit peu, comme c'est pas leurs appareils photo de pointe, ben souvent vous n'allez pas avoir une gamme d'optiques aussi grande et vous n'allez pas forcément avoir des optiques, des très belles optiques de grande qualité ou qui ouvrent beaucoup. C'est souvent ça. Donc l'APS-C, ça peut être un bon choix. Il faut juste bien se renseigner. Est-ce que je vais avoir toutes les optiques que je veux? Et heureusement, il y a des constructeurs tiers comme Sigma et Tamron qui développent des belles optiques pour l'APS-C aussi. Voilà. Donc en marque, j'ai mis Fuji. Franchement, s'il y avait quelque chose à vous recommander en APS-C, ce serait Fuji. Sony font aussi des très bons capteurs APS-C. Et maintenant, Canon, Nikon, Pentax aussi en font. Et Leica, oui. C'est aussi des très bons choix. Okay. Maintenant, si on s'interroge un tout petit peu pour vous conseiller un peu plus, par rapport à l'usage que vous en aurez, est-ce qu'il vaut mieux choisir un micro 4 tiers, un APS-C ou un plein format? Alors, si vous faites du paysage, de la randonnée, du voyage ou de la macro, donc si vous êtes beaucoup dans la nature, sur le terrain, si vous baroudez, ben, le micro 4 tiers, par son faible encombrement et son faible poids, peut vraiment être un bon choix. Alors, tout marchera, hein. Vous pouvez faire du voyage avec du plein format, du paysage avec du plein format, tout à fait, hein. Ça marche, tout marchera. Mais peut-être qu'un appareil photo plus compact va vraiment être un plus pour pouvoir le glisser plus facilement dans le sac, pour pouvoir le transporter toute la journée si vous faites de la randonnée. Et c'est pour ça que moi, qui fais principalement du paysage, j'ai choisi le micro 4 tiers parce que ça répond bien à ce besoin de légèreté, avec quand même une bonne qualité d'image. Si vous faites du portrait et du studio, tout peut convenir. Je sais que beaucoup de photographes qui font du portrait de studio prennent du plein format, voire du moyen format. Ça permet de contrôler sa profondeur de champ. Et puis on a aussi une qualité qui est vraiment très très bonne pour faire des grands agrandissements. En reportage, pareil, tout peut convenir. Le reportage, c'est quand même assez exigeant. On peut se retrouver dans des situations où on a peu de lumière, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai tendance à privilégier le plein format quand je fais des reportages. Comme ça, je suis sûr que je vais pouvoir me sortir de toutes les situations. Okay. Si vous avez aussi des situations de faible lumière, si vous voulez faire de la photo de concert, de spectacle, où il n'y a pas toujours beaucoup de lumière, là, le plein format va vraiment être un plus parce que vous pourrez monter dans les sensibilités avec une bonne qualité d'image. Et enfin, si vous faites de la vidéo, Panasonic, par exemple, en micro 4 tiers, ont vraiment des super options vidéo. Il y a beaucoup de vidéastes qui utilisent du micro 4 tiers. Et voilà, vous pourrez enregistrer dans plein de formats différents. Enfin, donc, ça peut vraiment être une chose par rapport à l'usage que vous en faites de s'orienter plutôt vers l'un ou vers l'autre. Le plein format, l'avantage du plein format, c'est que vraiment on aura une grande flexibilité. On pourra se sortir de toutes ces situations, basse lumière, grande profondeur de champ, faible profondeur de champ. Enfin, on pourra vraiment bien contrôler ça. On aura vraiment une très bonne qualité d'image. Par contre, ce sera plus cher et plus grand. Avec l'APS-C et le micro 4 tiers, ce sera plus léger, ce sera moins cher. Par contre, des situations extrêmes, on arrivera moins bien à s'en sortir parfois. Okay. C'est pas qu'on ne pourra pas s'en sortir, mais que la qualité d'image sera moins bonne. Donc voilà pour
l'usage, hein, voilà, pour conclure sur les boîtiers. Maintenant, on va parler un petit peu des objectifs. Pareil que pour les boîtiers, qu'est-ce qu'on va regarder dans le choix d'un objectif? À quoi on va faire attention? On va faire attention à la focale, à l'ouverture maximale et à la qualité optique. Pour moi, c'est les trois choses les plus importantes. Alors, la focale ou la plage focale, qu'est-ce que c'est? La focale d'un objectif, c'est l'angle de champ en fait avec laquelle vous allez pouvoir photographier. Donc avec un 24, si on prend par exemple ici le 24 mm, vous aurez un angle de champ de 84 degrés. Donc vous pourrez photographier à peu près cet angle de champ. Alors qu'avec un téléobjectif, par exemple un 200 mm, vous aurez que 12 degrés. Donc vous allez pouvoir zoomer beaucoup plus. Vous allez pouvoir prendre des choses en photo qui sont plus loin. Hein. Donc ça c'est la focale de l'objectif. C'est le plus important dans le choix d'un objectif, c'est quelle est sa focale. On peut les répartir, les focales. Hein. On va parler de très grand angle entre 10 et 20 mm. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien en paysage. Ça permet vraiment de faire des photos immersives. On va avoir le grand angle entre 20 et 35 mm. On va avoir les focales standards entre 35 et 70 mm. Et tout ce qui est au-delà de 70 mm, on va considérer que c'est du téléobjectif, comme des jumelles pour voir un petit peu plus loin. L'ouverture maximale, elle va être importante pour contrôler notre profondeur de champ. Hein. Donc avec des objectifs lumineux qui vont vous ouvrir entre f1.2 et f2.8, on pourra avoir une belle séparation nette floue, une belle faible profondeur de champ. Et avec des objectifs plus classiques qui ouvrent que à f4 ou f5.6, on n'arrivera pas forcément à obtenir cette faible profondeur de champ. Et ça, bien sûr, ça va se coupler aussi avec l'effet de la taille du capteur. Donc si vous avez un objectif très lumineux qui ouvre à f1.4 et que vous mettez ça sur un plein format, vous allez avoir vraiment une profondeur de champ très faible comparativement avec un capteur plus petit. Donc les deux jouent vraiment de concert. Hein. Et donc aussi, l'intérêt d'avoir un objectif qui ouvre, qui a une ouverture maximale grande, c'est qu'on peut faire des photos par faible lumière, hein, des photos de nuit, des photos de concert, et on pourra faire des photos où il y aura moins de lumière et on ne sera pas obligé de monter trop dans les ISO, donc on gardera une belle qualité d'image. Et si vous voulez faire des photos où il y a vraiment peu de lumière comme la nuit, là, des optiques qui ouvrent beaucoup, ça vous permettra de faire ça. Ok ? Ensuite, les qualités optiques. Alors ici, j'ai fait encore une fois la même photo avec deux objectifs différents. Et là, on va voir si vous voyez ici, première chose qui peut différencier une très bonne optique d'une moins bonne optique. Ici, on va voir un phénomène de vignettage. Vous voyez que le bord ici va être plus sombre que le centre. Hein. Ici, je l'ai fait avec une optique un petit peu moins bonne. Et après, le test n'est pas 100% objectif parce que là, elle était à sa pleine ouverture. C'est en général là qu'on a le vignettage. Alors que là, c'était déjà un petit peu plus fermé. Mais je voulais les mêmes réglages. Hein. Donc, on pourra avoir du vignettage. Et au niveau de la qualité d'image, hein, si on va zoomer dans l'image, ici à 100%, vous voyez que l'objectif de gauche, c'est comme s'il y avait un voile flou, hein, alors que l'objectif de droite, qui est d'une très bonne qualité, on va beaucoup mieux voir les fins détails. Alors qu'ici, voilà. Et concrètement, hein, donc la photo de gauche, je l'ai fait avec un objectif assez standard, un 75-300. Alors que la photo de droite, je l'ai fait avec le 70-200 de Canon, hein, qui est vraiment, il pèse 1,5 kg, c'est vraiment une très bonne optique qui ouvre à f2.8. Et quand on compare les deux, voilà, on n'a pas trop de soucis à comprendre que là, il y a plus de verre, que la qualité optique est meilleure. Et ici, c'est plus compact, mais par contre, on aura une moins bonne qualité finale. Donc c'est vrai que ça, pour du paysage, moi j'ai tendance à rechercher des objectifs qui quand même donnent les meilleurs micro-contrastes possibles. Voilà, ça exclut pas, je peux aussi faire des photos avec ça, mais je sais que la qualité risque d'être moins bonne. Ok ? Il peut y avoir encore d'autres choses, comme ici j'ai mis, alors outre le fait que ce soit moins détaillé, on voit aussi, alors je sais pas si vous le verrez ou pas, mais on a une petite aberration chromatique violette ici, qu'on ne retrouve pas ici, donc ça c'est aussi
ça peut aussi être une différence de qualité optique d'un appareil photo. Okay, donc voilà pour les trois grandes choses qu'on va regarder. Hein. On va regarder les focales, l'ouverture maximale et la qualité de l'objectif. Et maintenant, on va voir les 4 grands types d'objectifs qui existent. Alors, les premiers, ce sont ce que j'appelle les zooms à tout faire. Hein, ça va être des objectifs avec une plage focale extrêmement étendue. On va avoir du 18-200, du 18-300, du 24-240. Ça va dépendre de la taille du capteur, ces focales-là. Mais en tout cas, on peut faire à la fois du grand angle et on peut faire du téléobjectif en un seul objectif. Donc ça, c'est super parce que c'est très pratique. Moi, j'en ai un là, je vous le montrerai encore après. C'est très pratique, avec un seul objectif, on peut faire plein de photos différentes. C'est pratique, par contre, l'ouverture va souvent être faible. Hein. On ne pourra pas faire un beau flou, on n'aura pas trop de lumière non plus. Et souvent, c'est là aussi on retrouve les plus mauvaises qualités optiques. Alors ça dépend vraiment des objectifs. Moi, j'ai eu un 18-200 qui était vraiment bien. Et puis il y en a qui sont vraiment pas bien. Donc ça, il faut le tester. Le mieux, c'est de tester avant de l'acheter pour être sûr qu'il sera de bonne qualité. Ensuite, on a ce qu'on appelle les zooms à ouverture glissante. Alors les zooms à tout faire sont en général des zooms à ouverture glissante, mais ici, ce genre d'objectif, déjà, l'avantage, donc ça va être les 70-300, f4, 5-6. Donc l'ouverture glissante, c'est quand l'ouverture change en fonction de la focale. Ça va être les objectifs qu'on appelle de kit, les 18-55, et souvent ça va être de f3.5 à f5.6. Donc en fonction de votre focale, l'ouverture maximale ne sera pas la même. Alors, l'avantage de ces objectifs par rapport au zoom à tout faire, c'est que déjà, ils vont se concentrer sur une plage focale. Ils ne vont pas essayer de tout faire en même temps. Donc, la qualité pourrait être un petit peu meilleure. Ils restent compacts. Par contre, les ouvertures sont toujours faibles et ils ne sont pas toujours de grande qualité. Je vous conseille aussi de les tester si vous voulez en acheter un, parce que ce ne sera pas toujours... il y en a qui seront bons et il y en a qui seront moins bons. Okay, on retient, c'est les zooms à ouverture glissante. Ensuite, on aura les zooms à ouverture constante. Donc ça va être les 24-70 f2.8, 24-105 f4, 70-200 f2.8, 16-35 f4. Et j'ai même un objectif, entre guillemets, à tout faire, à ouverture fixe, le 12-100 f4. Et donc le plus souvent, ils sont dédiés à une plage focale, donc ça c'est plutôt bon signe en termes de qualité optique. Et ils ont une ouverture constante, donc on va être indépendamment de la focale, on va pouvoir avoir la même ouverture. Et ça, c'est souvent synonyme de bonne qualité optique. C'est souvent des zooms plus professionnels, ils vont être plus grands, plus gros, ils vont être plus chers aussi, mais en général, on aura quand même des zooms de bonne qualité. Les zooms sont devenus qualitatifs, à l'époque de l'argentique, ça n'existait pas vraiment. On n'avait que des focales fixes, je vais y venir après. Mais voilà, si vous voulez un zoom de qualité, privilégiez un zoom à ouverture constante. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas de le tester, mais souvent, ça va être de la bonne qualité. Et enfin, les focales fixes. Hein. Donc, les focales fixes, c'est tout simplement un objectif. Alors, je n'ai pas sous la main, j'en ai, mais je n'ai pas autour de moi. C'est un objectif où on ne pourra pas zoomer. On va le mettre dessus et on pourra cadrer comme l'objectif nous le donne, on ne pourra jamais zoomer ou dézoomer. Donc souvent on utilise l'expression zoomer avec ses pieds pour changer le cadrage. Et souvent, voilà, c'est là qu'on retrouve vraiment les optiques de grande qualité, voire exceptionnelles. Souvent, une optique fixe va avoir une bien plus grande ouverture qu'un zoom. Donc en termes de profondeur de champ, ça va vraiment être intéressant pour les basses lumières. On a des focales fixes dans toutes les focales, ça commence de 10 mm jusqu'à 600 mm. Alors ça va au-delà de 600 mm, mais vraiment vous avez des focales fixes pour toutes les focales. Et elles vont tendance aussi à être plus petites, comme il n'y a pas tout le mécanisme du zoom, elles vont être plus petites que les zooms. Alors ici on peut souligner l'objectif qu'on conseille souvent, le 50-1.8. C'est une focale qui est intéressante, c'est une focale, on dit qu'elle correspond à peu près à la vision humaine, on peut faire des beaux portraits avec ça. Et donc le 50-1.8, c'est une focale fixe avec une focale
Oui, focale fixe avec une focale intéressante et souvent une belle ouverture de 1.8, donc on peut faire des photos en basse lumière, on peut faire des beaux flous et souvent elle est vraiment pas chère cette optique, donc c'est souvent une optique qu'on conseille d'avoir avoir sous la main. On aura aussi en focale fixe des objectifs spéciaux, donc les macros pour faire des mises au point très près, pour prendre des très petites choses en photo, et des tilt shift, enfin des objectifs à basculer des centrements, ça c'est des choses un petit peu plus pour l'architecture, enfin on va pas rentrer dans le détail. Voilà les focales fixes. Donc on retient, les focales fixes, vous ne pouvez pas zoomer, par contre c'est vraiment des optiques un petit peu moins chères, un petit peu moins encombrantes, en général de très bonne qualité optique et qui ouvrent beaucoup. Alors que les zooms vont être plus polyvalents, mais pour avoir un bon zoom, ben, ça va coûter en général plus cher et va être plus encombrant. Voilà pour la différence entre les focales fixes. Et ça c'est vraiment un débat, hein, je pourrais faire toute une conférence là-dessus. Pour les zooms ou pour les focales fixes, c'est une question de goût au final. Hein. Titre personnel, je préfère les zooms. Voilà, mais c'est vraiment personnel, c'est parce que j'ai été à l'école du paysage et on peut zoomer avec ses pieds, je suis d'accord, c'est vrai, mais parfois on peut pas tout non plus faire avec ses pieds. Bon, c'est un autre débat. On va enchaîner et je vais conclure la présentation avec quelques conseils pour s'équiper. Alors, si vous devez acheter un appareil photo ou si vous devez évoluer dans votre matériel, ce qui peut vous aider, c'est de savoir quelle photo vous voulez faire. Si vous savez ce que vous voulez faire, ben ça va être plus facile de choisir. Et là, je vous reporte à la fiche récapitulative que je vous mettrai un lien sous la vidéo, je vous le rappellerai encore, mais voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous savez déjà ce que vous voulez faire, bah, il y aura des choix qui vont peut-être s'imposer ou qui vont être plus pertinents que d'autres. C'est pas facile, hein, surtout quand on débute, on sait pas ce qu'on voudra faire. Mais bon, si on sait, ça peut aider. Regardez aussi, quand vous achetez un appareil photo, regardez les perspectives d'avenir que vous avez avec cette marque-là ou ce type d'appareil photo. Est-ce que vous pourrez trouver des objectifs qui correspondront à vos usages futurs? Est-ce que vous avez une belle gamme d'optiques disponible? Est-ce que la technologie ne serait pas en train de changer? Donc ça, c'est typiquement les réflexes et les hybrides. Donc regardez ça. Est-ce que la marque est pérenne? Alors moi j'ai eu le cas avec Olympus qui est devenu OM System, qui a été racheté. Donc il y avait des doutes, est-ce que ça allait continuer? Mais bon voilà, ça a continué. Et donc il n'y a plus que des grands fabricants, donc je ne sais pas si on peut vraiment dire que j'achète pas cette marque-là parce qu'elle risque de disparaître. Je pense pas que ce soit un vrai argument. Okay, mais regardez, voilà, même si vous faut ça au début, est-ce que si vous voulez vous mettre à ça, ou vous avez un intérêt dans la photo de rue, macro, etc., est-ce que vous pourrez juste acheter les optiques ou est-ce qu'il vous faudra changer de système? Ça peut orienter votre décision. Quelque chose qui est vraiment, je trouve, d'actualité. Vous avez vu, hein, ce qui va beaucoup jouer sur les boîtiers, c'est la taille du capteur. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens avoir du plein format et basculer vers l'APS-C ou le micro 4 tiers. Pourquoi? Parce qu'ils vont être plus compacts, ils vont être plus faciles à transporter, ils vont être plus agréables à utiliser, plus légers. On n'a pas toujours envie de porter 3 kg de matériel pour faire des photos. Donc vraiment, il y a cette notion de taille de capteur. Un gros capteur vous permet de tout faire bien, mais un capteur plus petit, vous allez être limité pour certaines choses, mais vous allez être léger. Ça c'est vraiment, je trouve, et la tendance, je trouve que la tendance va vraiment vers la compacité et la légèreté. J'ai beaucoup de gens vraiment qui m'ont dit, ben moi, je veux un appareil pas trop lourd, donc ils s'orientent vers le micro 4 tiers ou la PSC. Alors, un petit truc aussi, une petite astuce. Si vous cherchez un appareil photo, ben cherchez ça par exemple sur Flickr. Sur Flickr, le site Flickr, flickr.com. Ça me vient tout juste. Si vous regardez sur Flickr, vous pouvez souvent voir les exifs et vous pouvez rechercher par appareil photo. Donc si vous avez un appareil photo en vue, vous pouvez voir les photos qui ont été faites avec cet appareil photo. Et si les photos vous plaisent, bon, ben, c'est que vous savez que sûrement l'appareil va être bien pour faire ce genre de photos. Vous pouvez aussi trouver des fichiers exemples dans les différents tests qu'on retrouve sur Internet.
Une chose aussi que vous pouvez faire, c'est définir votre budget, hein. Et votre budget, ce que vous pouvez envisager, c'est d'acheter du matériel, du très bon matériel pro même, mais peut-être l'acheter d'occasion. Et aujourd'hui, il y a des choses très intéressantes. Vous pouvez acheter de l'occasion avec garantie. Je sais que le réseau Fox fait ça. Il y a sûrement d'autres magasins qui font ça. Mais moi, j'ai déjà plusieurs fois acheté du matériel d'occasion avec une garantie de 6 mois qui a été révisée par un professionnel. Et donc voilà. Donc on peut s'offrir du beau matériel pour moins cher d'occasion. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment pas mal de l'acheter chez un professionnel avec une garantie. Si vous êtes en Alsace, il y a le studio Jean-Paul Attan qui fait ça, qui fait encore d'autres choses, comme il peut louer du matériel, il peut justement, il vend du matériel d'occasion avec garantie. Il y a aussi d'autres sites qui existent, hein, mais comme j'ai pas tout en tête, je vais pas lire. Mais le studio Attan, le studio Jean-Paul est vraiment bien pour ça. Ce qui peut être bien aussi, c'est de tester le matériel. Vous pouvez le louer et vous pouvez le tester avant d'acheter. Vous demandez à quelqu'un qui l'a de vous le prêter, mais même si c'est pour 1 heure, mais de faire quelques photos avec, peut-être de faire quelques photos avec votre appareil actuel. Et ça, je fais souvent. Je me suis même, comme vous voyez sur la photo, je me suis même acheté une barre en fait qui me permet sur un même trépied de monter 2 appareils photo différents, de faire les mêmes photos et d'ensuite comparer les choses. Et donc si je veux passer au modèle supérieur, je vais pouvoir faire ça et comparer, est-ce que vraiment il monte mieux en ISO? Est-ce que vraiment c'est une meilleure qualité d'image? Et si j'estime que non, je peux garder mon appareil actuel. Et ça je l'ai fait aussi, j'ai déjà loué du matériel à Paris j'avais mon matériel actuel, j'avais le matériel que j'ai loué et j'ai fait les mêmes photos et j'ai regardé si vraiment il y avait un intérêt à l'acheter. Hein? Et alors, peu importe le choix que vous faites, sachez quand même, voilà, c'est jamais perdu, le matériel se revend, vous arriverez toujours à revendre du matériel. Moi j'ai déjà changé de système complètement, voilà, c'est pas un souci, on perd toujours un petit peu d'argent dedans, mais c'est pas non plus une catastrophe. Et une chose aussi à retenir, c'est que le matériel haut de gamme se revend mieux. Donc si vous arrivez avec votre budget à obtenir du matériel professionnel qui est vraiment réputé, vous aurez plus de facilité à le revendre et à un meilleur prix. Et j'ai aussi constaté dans l'occasion, quand c'est du très bon matériel, en général les gens en prennent bien soin. Donc même si ça peut être du matériel d'occasion, il peut quand même être en très bon état. Je vous conseille l'occasion, si vous voulez vraiment être tranquille, je vous conseille d'aller voir un professionnel qui va vous vendre du matériel d'occasion, qui l'aura vérifié, il vous donnera une garantie dessus, donc voilà, vous serez plus tranquille. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer aux questions-réponses que vous m'avez posées par mail. Je vous ai préparé une fiche récapitulative. Vous pourrez la télécharger dans le lien juste en dessous de la vidéo. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la partie questions-réponses. Ok, on passe à la phase de questions-réponses. Merci beaucoup de m'avoir posé vos questions. On commence avec Philippe. Bonsoir Thibaut, merci pour tes vœux, reçois les meilleurs des miens en retour et à partager. Merci déjà à tous qui m'avaient souhaité les vœux et tout, pour vos beaux messages, merci beaucoup. Une collègue est passée à la série Z de Nikon, elle m'a montré son nouveau boîtier, je suis sidéré du silence. J'ai regardé vite fait sur le net comment ça marche, il n'y a plus de mécanique, même l'obturateur est électronique. Ma question, sans rentrer dans les détails, comment fonctionne un obturateur électronique pour boîtier hybride? Alors merci pour ta question Philippe. Alors c'est vraiment, tu as soulevé vraiment le point intéressant. L'obturateur électronique ne fait plus de bruit quand on déclenche. Et là, ça peut vraiment être un avantage, je pense aux photographes animaliers, de déclencher en silence. Hein. Ils vont pas se faire repérer par l'animal, ils vont pas déranger l'animal, ils vont pas faire de bruit dans la nature. Je pense aux photographes de spectacle aussi. Alors un concert de rock, ça ira, hein, si on entend le déclenchement, mais s'il y a de la musique moins forte, plus douce, ça peut être bien d'être discret et de ne pas déclencher. En photographie de rue aussi, ça peut être très bien de déclencher sans bruit, sans qu'on remarque qu'on a pris une photo. Donc ça c'est vraiment le gros avantage pour moi de l'obturateur électronique. Maintenant pour répondre un petit peu à ta question, alors il me semble que même si ce sont des boîtiers hybrides, il y a quand même l'obturateur mécanique et l'obturateur électronique.
Alors l'obturateur mécanique, c'est le système de rideau. Donc quand on prend une photo, il y a un premier rideau qui descend et ensuite le deuxième rideau qui descend. Et donc ils vont descendre plus ou moins vite en fonction du temps de pause. Et ça, alors sur les hybrides que j'ai vus, c'est encore le cas. Sur les boîtiers hybrides, vous avez encore le système de rideau. Mais vous pouvez choisir soit l'obturateur mécanique, soit l'obturateur électronique. Et dans l'obturateur électronique, apparemment, il n'y a plus aucune pièce mécanique. C'est simplement qu'on va lire ligne par ligne les données du capteur. Alors il y a quelques avantages, on peut faire des pauses qui sont beaucoup plus courtes, on peut aller jusqu'à 1/32 millième je crois, ça doit dépendre des boîtiers. Et il y a aussi quelques trucs à prendre en compte, il faut faire attention pour les choses qui bougent ou pour la lumière qui scintille, il peut y avoir des effets de rolling shutter. Donc en fait c'est que l'appareil photo va lire ligne par ligne, et donc s'il y a quelque chose qui bouge vite, eh ben, entre le moment où il lit la première ligne et la deuxième ligne, ben, ce ne sera pas le même moment, et il peut y avoir des déformations, ou il peut y avoir des zones d'ombre sur de la lumière. Donc tu pourras regarder encore un petit peu ça. Je sais aussi, ça m'est arrivé, un collègue n'a pas pu faire de pause longue, je crois qu'il était bloqué au 1/15 de seconde, et on a dû repasser en obturateur mécanique pour faire de la pause longue. Ok ? Donc voilà, en gros il n'y a plus de pièces mécaniques, et puis je ne suis pas un expert du sujet. Michel, bonjour Thibaut, j'ai une question importante. Comme tu le sais, j'ai un boîtier Canon 5D III et la gamme EF basique 16-35, 24-70, 80-200. Un objectif de 1990 d'un piqué exceptionnel. J'ai eu la désagréable expérience de découvrir que Canon ne réparait plus les objectifs de ce type. Comment verrais-tu la transition vers un mirrorless et les objectifs RF? Alors, oui, effectivement, c'est un petit peu comme on est dans un marché assez technologique, que la technologie évolue assez rapidement, que les boîtiers se renouvellent assez rapidement, ben, les constructeurs, au bout d'un moment, ne réparent plus les anciens boîtiers. Alors, je vais parler de ce que je connais. Je sais que chez Canon, c'est 7 ans après la fin de la commercialisation. Donc par exemple ton 5D III, c'est quelqu'un chez Canon qui m'a dit, donc depuis septembre 2023, Canon ne le répare plus officiellement. Alors voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le réparer du tout. Je sais qu'il y a des réparateurs indépendants qui s'y connaissent assez bien. Moi on m'a parlé de SPIP Photo plusieurs fois, SPIP, dans le 57. Et voilà, si le réparateur a les pièces, il a encore le savoir-faire, il peut quand même te réparer ton boîtier et éventuellement tes objectifs. Un autre exemple, il y a beaucoup moi je travaille aussi à l'argentique, il y a beaucoup d'argentique, mais il y a des réparateurs argentiques et voilà, qui vont récupérer des pièces sur un autre boîtier et qui vont pouvoir réparer ça. C'est un peu comme la casse automobile, on peut récupérer des pièces et on peut réparer. Donc ça ne veut pas dire que tu peux plus réparer du tout, c'est juste que c'est plus pris en charge par le constructeur. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, si tu veux faire une transition vers les objectifs RF, alors j'ai pas dit, mais tu peux toujours, si quelque chose te lâche, ton 5D III ou un objectif, tu peux toujours le racheter d'occasion. Après, si tu peux pas le faire réparer, effectivement, dès qu'il retombera en panne, ben, ce sera nouveau foutu, il faudra que tu le rachètes d'occasion. Maintenant, si tu veux envisager une transition vers les hybrides, donc chez Canon, la monture hybride, c'est la monture RF. Ce que tu peux faire, c'est que, alors, il y a une chose, c'est que tu peux monter tes objectifs réflexes sur un hybride, mais l'inverse n'est pas possible. Tu ne peux pas monter un objectif RF sur ton 5D III, ça n'ira pas. Donc ce que tu peux envisager, c'est à un moment d'acquérir un boîtier hybride, un boîtier, alors l'équivalent de ton 5D III, ce serait le R6, le Canon R6, je dirais le Mark II, c'est l'actuel, même s'ils vendent encore le R6 première génération. Et une fois que tu as celui-là, tu peux aussi voir, donc il y a une bague, tu peux acheter le boîtier avec la bague et tu pourras monter tes objectifs EF dessus. Donc ce sera une bague EF vers RF. Et parfois il l'offre avec ton boîtier si tu as une offre. Donc ça c'est la première chose, tu pourras avoir un nouveau boîtier, un boîtier hybride et mettre tes objectifs actuels dessus. Et si un objectif te lâche, ben tu pourras acheter l'équivalent en RF et le monter sur ton boîtier RF. Et à terme, ben, tu auras tout en hybride. Donc voilà comment tu pourrais faire ça. Mais oui, donc peut-être effectivement acheter un boîtier avec la bague
et tu aurais déjà 2 boîtiers, et puis le jour où ton Canon 5D3 te lâche, bon, bah, tu aurais un boîtier. Ok, voilà, merci Michel pour ta question. Question suivante de Laurent. Salut Laurent. Très bonne initiative. Auras-tu l'occasion de parler de la taille des capteurs? Peut-on obtenir d'aussi bons résultats avec des capteurs micro 4 tiers, APS-C ou 24-36? Eh ben, je pense que j'ai répondu à la question dans la conférence. C'est vraiment une très bonne question, très pertinente. Donc, tout dépend de ce que tu entends par résultat, mais pour moi, c'est la qualité d'image. Et comme tu as vu, ben, on peut obtenir des très bonnes qualités d'image avec du micro 4 tiers aussi. Le plein format va mieux s'en sortir dans la plupart des situations. Il y a des situations où le micro 4 tiers va avoir du mal, en basse lumière, si on n'est pas sur pied, si on doit monter dans les ISO. En termes de profondeur de champ aussi, on ne pourra pas forcément avoir autant de flou qu'en 24-36, mais la qualité d'image peut être vraiment très bonne. Merci Laurent pour la question. Une question de Franck. Bonjour Thibaut, bonne année à toi également, bonne année à toi. Laurent m'avait aussi souhaité la bonne année, mais j'ai coupé certains messages. Sujet très intéressant, j'aurais une question. Quels critères retenir pour le choix de la marque de son matériel? J'en ai identifié quelques-uns, mais je pense être assez loin du compte. Alors, la pérennité de la marque, le coût des objectifs. J'ai remarqué que certaines marques sont abordables en boîtier, mais assez chères ensuite. La disponibilité du matériel et du choix des objectifs. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres critères. Je te souhaite à mon ému. Merci, merci Franck. Merci Franck. Alors, très bonne question. Comment choisir une marque? Alors, je vais répondre d'abord de manière plus pragmatique, enfin, voilà, avec les critères que tu as qui sont assez justes, et après on verra plus un critère philosophique. Alors, pérennité de la marque. Effectivement, on peut se dire, je vais acheter une grande marque parce qu'elle aura plus de temps de tenir dans le temps. Je pense que, alors ça va être l'argument d'après, quand je vais un peu plus expliquer la philosophie, comme chaque constructeur se spécialise dans quelque chose, moi j'ai assez confiance, hein. Je veux dire, il n'y a plus que des grands constructeurs, je me dis qu'ils vont tenir. J'avais la question avec Olympus qui est devenu OM System, où il y avait peut-être, est-ce que ça va continuer et tout ça, j'en ai quand même acheté un, et ça continue. Donc voilà, après on n'est jamais à l'abri hein, qu'un constructeur lâche, mais je pense que les grandes marques sont assez, voilà, sont assez pérennes, même s'il n'y a aucune garantie. Le coût des objectifs, ça c'est une bonne question. C'est une question, est-ce qu'il y a une marque, on peut acheter un boîtier pas cher, mais une fois qu'on veut des bons objectifs, ben, ça va être très cher. Alors moi j'avais le cas, j'avais Sony. En fait, les boîtiers Sony, je les trouvais vraiment pas chers, et quand il s'agissait d'avoir une optique Sony, ben, je trouve que ça venait beaucoup plus cher. Et c'est pour ça qu'au début, pardon, en fait j'utilisais un boîtier Sony avec des objectifs Canon. Voilà, j'ai arrêté maintenant, je préfère vraiment avoir les objectifs et le boîtier du même marque. Mais ouais, je trouvais Canon, les objectifs étaient moins chers et les boîtiers plus chers. Alors, oui, ça rejoint ce que j'ai dit dans la conférence, je vais juste boire un coup. Ça rejoint ce que j'ai dit dans la conférence, qu'il faut regarder déjà un petit peu, voilà, quels sont les boîtiers qu'ils proposent, quels sont les objectifs qu'ils proposent, et si je dois faire évoluer ma pratique, est-ce que je vais trouver tout ce qu'il me faut au prix qu'il me faut. Après, je trouve que ça c'était vrai du temps où en fait j'avais des objectifs Canon EF, donc réflexe, sur des hybrides Sony. Maintenant que Canon et Nikon ont aussi leur gamme hybride, bah, je trouve que le prix des objectifs est sensiblement égal. Donc voilà, je trouve qu'ils sont devenus plus chers, alors ils sont aussi devenus plus qualitatifs, mais je trouve que voilà, ça se tient entre les constructeurs, les prix sont assez équivalents. Mais en tout cas, c'est quelque chose à regarder, effectivement. Concernant la pérennité de la marque, il y a quelque chose qui me vient, c'est pas forcément la pérennité de la marque, mais c'est la pérennité de la monture, on va dire. Il y a quelque chose, par exemple, je reprends un exemple avec Canon. Canon a sorti la monture M, donc c'était enfin c'est toujours hein, des capteurs APS-C, et c'est vraiment du matériel très compact, vraiment très chouette. Mais maintenant, Canon a sorti une monture, enfin a sorti des boîtiers hybrides en RF APS-C.
Et donc, je me dis que l'EFM, il existe, mais ouais, effectivement, ça reste ils en vendent toujours, c'est du très bon matériel, mais effectivement, il y a peut-être une chance que Canon abandonne ça et passe exclusivement à la monture RF en S, donc en APS-C. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte. Disponibilité du matériel et choix des objectifs, ça rejoint ce qu'on a déjà dit. Et là, ce qui est intéressant pour la disponibilité du matériel, si on prend une grande marque qui a vraiment pignon sur rue et qui inonde le marché avec ses boîtiers, on le trouvera par exemple plus en occasion. Les prix vont baisser, ce sera plus trouvable et les prix vont peut-être sûrement plus baisser en occasion. Ça peut être aussi un critère, effectivement. Après, d'autres critères. Alors, là, je vais un petit peu rentrer dans la philosophie. Je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres critères, parce que comme je vous ai dit, pour moi, tous les boîtiers sont bons. Et peu importe la marque, si on développe son savoir-faire, on peut faire des très bonnes photos. Ce que je vais vous dire, ce que je vais vous donner comme info, c'est peut-être que vous pouvez voir un petit peu, est-ce que votre pratique correspond avec l'orientation et la philosophie de la marque. J'ai remarqué maintenant que les marques se spécialisent, se segmentent, et elles ont tous un petit plus, on va dire. Et peut-être ça peut être ça qui est le choix, le critère déterminant. Ça peut être, par exemple, je vais prendre chaque marque que je connais un petit peu. Alors, Panasonic, par exemple, en micro 4 tiers, ils ont des super trucs pour faire de la vidéo. Voilà. Donc si j'étais vidéaste et que je voulais filmer avec un boîtier photo comme ça, ben je m'orienterais sûrement vers Panasonic parce qu'on peut filmer plus de 30 minutes, on peut... voilà, c'est pensé pour la vidéo, on peut choisir exactement le format de vidéo qu'on veut, on a des entrées dessus, on peut brancher, enfin il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. La vidéo, ça pourrait être Panasonic. Olympus, ils sont vraiment dans... ils ont toujours fait des boîtiers assez légers, assez transportables. Et donc leur créneau à eux, c'est de dire, ben voilà, vous allez dans la nature, vous allez randonner, vous prenez votre Olympus avec vous, il ne va pas prendre beaucoup de place, il va vous donner une très bonne qualité d'image. Et voilà, en ce moment, ils axent beaucoup la communication là-dessus. Un boîtier qu'on peut emmener partout. Voilà, des photographes de voyage aussi utilisent pas mal l'Olympus parce qu'il est assez petit, il est assez discret. Donc ça pourrait être le critère de choix de l'Olympus. Aussi un petit peu en animalier, ils communiquent un petit peu là-dessus aussi. Ils ont des téléobjectifs qui peuvent être intéressants pour l'animalier. Ensuite, on a Fuji. Fuji sont vraiment spécialisés dans l'APS-C. Donc, c'est des boîtiers qui sont très beaux. Ils ont vraiment un charme. Je connais beaucoup de reporters qui ont des Fuji. C'est des boîtiers qui sont assez compacts, qu'on peut transporter partout, de très bonne qualité. Donc voilà, si vous êtes dans le reportage, si vous voulez un très bon matériel assez compact, avec un capteur APS-C, donc Fuji pourrait vraiment être une bonne option. Après on a Canon et Nikon qui sont plus généralistes mais qui font voilà, des très bons produits qui peuvent faire de tout. Et puis c'est vraiment les grands constructeurs et Sony les a rattrapés, hein. Sony est devenu aussi le grand constructeur. Sony fait aussi beaucoup de choses en vidéo. Je sais qu'ils ont un temps d'avance là-dessus. Donc voilà, donc chaque marque, il y a aussi Pentax. Pentax, je connais moins, ça existe toujours. En général, les gens qui ont un Pentax ont une raison très précise d'avoir un Pentax. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais voilà, c'est des choses qui sont très bien, du très bon matériel aussi. Et après, il y a toutes les marques de prestige aussi. Il y aura Leica, il y aura Phase One, Hasselblad. Voilà, ça c'est des marques un petit peu plus superlatives. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, mais c'est vrai que la question de la philosophie peut-être, et ça après c'est vraiment des questions, des débats, alors moi je rentre pas trop dans ces débats, parce que pour moi c'est pas une question de marque, moi je peux travailler avec tout, mais on peut avoir vraiment une affinité avec une marque. D'être content du matériel, ça c'est aussi important, d'être content de son matériel, de bien l'avoir en main, de faire confiance à une marque, de rester fidèle à une marque, c'est vraiment des choses qui peuvent avoir du sens. Donc, merci Franck pour ta question. Et je crois que c'est la dernière question de René. Pour 2024, je te souhaite des photos et des rencontres toujours plus belles et plus émouvantes. Merci beaucoup René, à toi aussi.
Est-il pertinent de remplacer une optique de kit contre une plus performante si on produit des images de taille modeste? Par exemple 1500 pixels par 1000 pour un écran ou 15-20 cm pour du papier, pour une impression. Merci d'avance pour tes belles lumières. Merci beaucoup. C'est très beau, René, ce que tu m'écris. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vais te répondre en en deux phases. Alors, la première chose, je sais pas si tu as vu la conférence, tu peux déjà regarder si ton optique de kit, alors on dit optique de kit, c'est l'optique qui vient quand on achète l'appareil photo. En général, c'est des optiques pas très chères, pas toujours les plus qualitatives. Ça correspond au zoom à ouverture glissante dont je vous ai parlé avant. Donc voilà, c'est les premiers objectifs qu'on a avec les boîtiers. Alors, la première chose, c'est pas parce que c'est un objectif de kit qu'en termes de qualité d'image, il est forcément mauvais. Et pour ça, là, je vais juste vous montrer, je vais peut-être l'enlever si on va pas voir. Ça, c'est un objectif de kit. Je sais pas si on va le voir. S'il fait la mise au point, voilà. C'est un 1442 de Panasonic. Hein. Et il est vraiment tout petit, donc c'est une optique micro 4 tiers, ça correspond à un 28-84, donc vraiment comme un 18-55 de kit. Et j'ai fait des tests avec et j'ai vraiment été surpris. Il a vraiment une très bonne qualité d'image. J'étais vraiment surpris. Donc il y a des bonnes optiques de kit et il y en a des moins bonnes. Donc la première chose que tu peux faire, c'est peut-être essayer de voir est-ce que vraiment ton optique de kit, elle est vraiment si mauvaise que ça en termes de qualité d'image, de netteté. Et si tu veux, ce que tu peux faire, tu peux m'envoyer peut-être une photo. Tu m'envoies une photo brute et puis je te dirai si je considère, si peut-être je te dis ouais effectivement c'est un peu mou ou si c'est plutôt bon. Ça tu peux me l'envoyer. Et ce que j'ai fait pour répondre à ta question, en fait j'ai fait le test. La photo du test que j'ai fait, je les ai imprimées en fait. Alors je peux imprimer jusqu'en 13-18. J'avais ça dans l'imprimante, j'avais chargé ce papier. Et donc, j'ai imprimé la photo avec mon Olympus, donc une bonne qualité d'image, et j'ai imprimé la photo du compact et du téléphone portable. Et honnêtement, je vois quelques différences. Voilà, il y en a une, je peux te dire que c'est le téléphone. Mais franchement, c'est vraiment que quand je compare. Moi j'ai trouvé qu'en 13-18 et donc 15-20 c'est à peu près le même format, dans ce format là j'ai pas trouvé de vraies grandes différences. Quand on les compare directement on peut déceler quelque chose, mais voilà la photo, alors je sais pas si on pourra voir, mais si je montre les trois photos, bon ça va vraiment pas être ça, mais je vais essayer de les montrer en même temps à peu près au même endroit. Alors là, il y a des différences de lumière, mais si je mets les quatre photos une à côté, enfin si on me donne la photo, j'arriverai pas à dire au premier coup d'œil quelle photo a été faite par quoi dans ce format-là. Donc, pour répondre à la question, quand tu regardes, effectivement, quand tu vas pas chercher les fins détails, on l'a vu déjà dans la conférence, quand on va pas zoomer à fond dans les détails, on verra pas forcément la différence. Si vraiment ton optique elle est mauvaise et si vraiment tu as une montée en ISO et que c'est vraiment, il se peut que ce soit pas beau même en voyant ça en petit ou sur un écran. Hein. Et ça c'est possible. Par contre, si tu as un minimum de qualité, on verra pas forcément ça. Ce que j'ai remarqué aussi, ça peut être une piste. Si jamais ton objectif est un peu mou et que tu veux quand même avoir des belles impressions, en fait j'ai remarqué que le téléphone portable, comme il ajoute beaucoup de netteté, en fait ça peut quand même aider lors de l'impression à avoir une sensation de netteté. Même s'il n'y a pas tous les fins détails, si ça reste une petite impression, le fait d'ajouter de la netteté, c'est un petit plus pour pallier peut-être au manque de netteté de la photo. Okay. Et après, si c'est pour un écran, pareil, ça va aussi dépendre de ton écran. Par exemple, un écran de téléphone, ils sont assez flatteurs et une photo qui est pas top, une photo de téléphone va bien rendre sur un téléphone. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc regarde si ton optique est vraiment si mauvaise que ça. Et moi, de ce que j'ai vu, en petite impression,
c'est pas si mauvais que ça en fait. Ça se voit pas trop les fins détails quand tu restes dans des petits formats. Et pour finir là-dessus, je te poserai encore la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec tes photos? Quel est le but final de tes photos? Est-ce que tu veux juste vraiment toute ta vie les garder en 15-20, les mettre dans un album? Ou est-ce que c'est des photos plus d'art qu'un jour peut-être tu voudras exposer? Donc tu vois, c'est ça aussi la question. Si c'est vraiment juste pour montrer sur écran et pour mettre dans un album, ben oui, ça suffira. Si vraiment peut-être un jour tu voudras en faire quelque chose de plus, ben réfléchis peut-être que d'investir dans une meilleure optique, d'avoir des beaux fichiers, même si pour l'instant tu les imprimes en petit, mais peut-être qu'un jour tu pourras en faire quelque chose de plus. Ok? Voilà, je vous remercie encore une fois de votre attention. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est la première fois que je me prête à l'exercice. Je suis vraiment rentré dans certains détails. J'ai vraiment beaucoup préparé cette conférence. Donc au lieu de durer 45 minutes, elle a sûrement dû durer plus longtemps. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois peut-être. Mais voilà, je tenais vraiment à être précis dans ce que je dis, à essayer vraiment d'avoir une vue d'ensemble. J'espère que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Est-ce que ce format vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous en voulez d'autres sur d'autres sujets? N'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas aussi la fiche récapitulative que vous pouvez télécharger. Je vous ai fait un tableau de synthèse. Et les conseils, je vous les ai repris. Comme ça, vous avez quelque chose à imprimer, quelque chose à garder. Et voilà. Merci encore pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Et comme toujours, il est temps de vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Et comme toujours, amis photographes, que la lumière soit avec vous. Salut!